gens arrivés pour ce troisième webinaire. C'était bien, oui, c'était 14 heures pile, hein, Nico? C'était 14 heures pile, exactement. Ok, bon, ça va arriver petit à petit. Ouais, ça va arriver gentiment. On est bien, on est dans les temps, c'est parfait. Chaque fois que je vois le héron, je le trouve magnifique, moi. Notre héron. C'est un bel animal. Ouais. Vrai. Est-ce que tu sais que c'est un animal extrêmement résistant? Ah, écoute, non, j'ai Voilà. pas encore fait d'études poussées sur le. On n'a pas approfondi assez les valeurs du héron, mais on devrait parce que, à mon avis, elles sont homothétiques de ce que l'on veut déterminer, nous. D'accord. Donc ça a été La résistance, l'élégance aussi, quand même. Hein, c'est un peu ce que nous sommes, non? Mais tout à fait. Mais oui. Particulièrement derrière cet écran, c'est vrai. Voilà. Bonjour à tous. Oui, il y en a qui. Alors, oui, ça y va, ça arrive là. Tranquillement, ça monte gentiment. On va attendre quelques minutes peut-être avant de démarrer. Ouais. Jean-François, comme ça on laisse. Oui, bien sûr. On Bien laisse sûr. tout le monde arriver. Du coup, Vivian, tiens d'ailleurs, peut-être juste en termes, si tu veux, je peux suivre le fil des questions sur la conversation. On avait fait ça avec Mathieu et te les rapporter au fur et à mesure, si jamais ça t'évite de suivre, si ça te va. Ouais, pas de souci. J'ai les fenêtres de questions-réponses ouvertes, mais si tu fais le suivi, c'est top. C'est une bonne formule, j'en témoigne. Moi, j'aime autant. Hein. Au niveau du son, ça va de mon côté? Très bien. Ouais, c'est très bien. Ça fonctionne très bien. 44. Ouais, on a 40 spectateurs et. On monte en puissance. Alors, pardon. « 14 heures, écoute, je vous propose qu'on démarre. Il y a une quarantaine, ça a l'air de rester plus stable pour l'instant. On va peut-être démarrer gentiment pour essayer de tenir le timing. L'enregistrement, oui, et il est lancé. Hein, c'est bon, Vivian. Ouais, c'est parti. Eh bien, allez. C'est parti. Bon, très bien. 41. Écoutez, j'ouvre le bal. On y va, oui. Alors, j'ouvre le bal. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre, de nous retrouver dans cette rencontre du héron. On va les appeler comme ça, je trouve que ça sonne bien. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, Jean-François Pouget, je suis le directeur marketing d'Héro Tourisme. Et vous connaissez probablement Vivian, et qui animera donc cette session, et Nicolas, qui est donc le responsable de ce projet d'Héro Objectif Numérique, dit le projet Héron. Écoutez, en guise d'introduction, je ne vais pas faire long parce que je crois que la plupart d'entre vous étaient déjà présents sur les autres webinaires. Je ne me trompe pas, Nicolas, on a… Non, Oui. exactement. Donc, oui, les gens étaient là sur les autres webinaires. Bien, donc je ne vais pas remarcher sur mes propres traces et passer donc sur, vous voyez ce que je veux dire, hein, la catastrophe annoncée économique. Non, nous, on se tourne vers les lumières d'espoir et avec une confiance que les choses ne reviendront pas comme avant. Ça ne veut rien dire, ou peut-être, on n'en sait rien. Mais en tout cas, tout ce qui peut faire que on se retrouve à partager ensemble encore ces moments qui sont le miel du tourisme, hein, la rencontre, ses clients sympas, enfin bref, eh bien, nous sommes là pour vous accompagner sur ce chemin. Le thème aujourd'hui, c'est comment communiquer auprès de ses clients les plus fidèles. Je dirais qu'une seule chose, c'est une chose que j'ai entendue très souvent, c'était qu'on était assis sur un sac d'or. Vous savez, les gens cherchent toujours qu'est-ce que je peux faire, vers quoi me tourner, etc. Sans penser à se lever parce que c'est sous nos fesses souvent qu'il y a le fameux sac d'or. Et bien, moi, je vais appeler les clients les plus fidèles peut-être ce fameux sac d'or. C'est-à-dire des gens qui nous aiment bien, qui reviennent régulièrement et qu'on a peut-être eu la sagesse d'intégrer dans nos bases de données. Et je vais laisser à Vivian le soin de poursuivre ce propos. Et merci encore à vous de nous être fidèles. À toi, Vivian.
Merci Jean-François pour cette intro. Nico, tu veux pas dire un petit mot, c'est bon? J'y vais? Écoute, non, non, tu peux y aller, c'est très bien. On en avait parlé, c'est à peu près le même public, donc tout le monde est au courant du dispositif, je pense. C'est tout bon. D'accord. Bon, je vais pas me présenter pendant des heures. Je vois dans la liste là que je connais finalement pas mal de gens déjà. Je vais saluer Corinne, je vais saluer Laetitia. Enfin, moi, je vais pas saluer tout le monde parce que j'en connais pas mal en fait. Tu ne Ah, salues que oui. les filles. Tu ne salues que les filles, par parenthèse. Après, bon. Moi, Oui, oui. Non, mais théoriquement, tu es comme à la maison, effectivement. Voilà. Allez. Donc, bon, oui, je vais cet après-midi, là, pendant à peu près une grosse heure. On va essayer de tenir le timing et de finir à 15h30 comme annoncé. Vous évoquez avec vous cette problématique là, assez particulière de la communication sur ces clientèles fidèles. Je vais le faire parce que c'est un sujet que je maîtrise assez bien et que je travaille beaucoup avec les entreprises toute l'année, soit au sein de mon cabinet, soit avec notre groupement ID Réseau. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui étaient là hier déjà quand vous avez eu une intervention de Mathieu Vado sur les offres à imaginer pour les clientèles locales. Donc on fait tous partie, vous savez, de cette marque ID Réseau et c'est à ce titre-là qu'on intervient devant vous aujourd'hui. Et lors de ces différents webinaires du héron, ce formidable animal extrêmement résistant, comme dit Jean-François tout à l'heure. Alors, on va parler des clientèles fidèles. Alors, les clientèles fidèles, je vous ai juste fait un petit topo quand même sur les clientèles, parce que quand on parle de clientèle fidèle, on parle de qui? Je vous ai mis ça. Il y a parmi vous des territoires, il y a un petit peu de tout d'ailleurs. En ce moment, on vit une période qui est quand même un petit peu compliquée, un petit peu pas habituelle. Il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas venir chez vous. Donc, je vous ai mis juste cet outil que vous connaissez peut-être, hein, qui est mis à disposition par Atout France pour savoir un petit peu quelles sont les mesures de mobilité des gens pour venir chez vous, parce que c'est bien gentil de parler de ces clients fidèles, mais enfin, vous voyez, par exemple, actuellement, si vos clients fidèles, ils habitent en Belgique, ben, ils ne peuvent pas venir en France, tout simplement. Donc, ils ont beau être fidèles, ils ne peuvent pas venir, de toute façon. Donc, c'est toujours très important d'avoir ce recul-là, de regarder, quand vous parlez de vos clientèles fidèles ou pas, d'ailleurs, d'où elles viennent. En gros, sur le panorama actuellement, bon, les clientèles lointaines, les probabilités qu'ils arrivent chez vous, vous le savez, elles sont quasi nulles actuellement. Et ça sera sans doute très très long à revenir. Les clientèles européennes, là on commence à s'approcher de vous et on commence à avoir dans vos stocks de clientèle, vous avez beaucoup de clientèles fidèles qui sont des clients européens. Dans les clients européens, c'est très important de suivre un petit peu ce qui se préfigure sur le marché, la probabilité qu'on les ait à court terme. Donc à court terme, pour nous, c'est dès cet été, la probabilité de retour est quand même extrêmement faible, avec des pays qui sont toujours fermés. Et au-delà des mesures administratives, je vous ai mis des résultats d'enquêtes d'opinion qui sont faites dans ces pays-là, où vous voyez par exemple en Belgique ou en Allemagne des enquêtes d'opinion où on sent très bien que les gens ne sont pas très chauds à partir, même si les frontières s'ouvraient. Je vous ai mis une autre communication qu'on a détectée, qui a été faite par le gouvernement fédéral allemand, qui faisait des préconisations officielles pour ses clients, pour ses ressortissants, s'ils voulaient partir en vacances cet été. Vous voyez, je ne vous les détaille pas, mais vous voyez les préconisations qu'il faisait. Ce n'est pas des préconisations qui sont très optimistes, en tout cas si on a beaucoup de clients fidèles allemands, vous voyez, par exemple. Donc on garde ça en tête, avec cette probabilité d'avoir un retour de ces gens-là à court terme qui est très faible. Ensuite, on s'approche petit à petit. Là, je passe sur la clientèle française. La clientèle française, il y a plein de types dans la clientèle française. Je fais juste un petit focus sur la clientèle business. Il y en a parmi vous qui sont peut-être des hôteliers. Si vous êtes hôtelier, par exemple, à Montpellier, ben, la clientèle business est très importante dans votre activité. Vous avez certainement beaucoup de clientèle fidèle dans votre clientèle business. Ben, la clientèle business, les probabilités de retour à court terme, c'est faible. C'est faible en volume parce que globalement, l'été, c'est toujours faible, cette clientèle-là. Et puis c'est faible parce que la clientèle business, elle est extrêmement liée à l'activité économique. Et on nous annonce quand même de mauvais rebonds d'activité économique derrière. Le seul point positif sur la clientèle business que vous pouvez avoir, et vous pouvez avoir dans votre clientèle beaucoup de gens en business très fidèles,
c'est qu'ils ne sont pas limités par la limite des 100 km. Vous savez, cette limite dont on parle beaucoup. La clientèle business, c'est une clientèle que vous pouvez avoir même si elle vient de plus de 100 km. La clientèle loisir, donc je m'intéresse toujours à la France, là, à la France entière, et la clientèle loisir. Alors, les probabilités, alors vous avez certainement dans vos clientèles beaucoup de clientèles françaises qui sont des gens très fidèles. La probabilité qu'ils reviennent chez vous, c'est surtout la probabilité qu'ils puissent revenir chez vous. Il y a plusieurs choses à analyser là-dedans. Ce qui va être très intéressant sur la clientèle loisir française pour vous, une grosse opportunité, c'est ces clientèles, principalement les clientèles Y et Z, là, qui sont plutôt des clientèles assez jeunes, qui sont des clientèles qui ont l'habitude de consommer beaucoup de séjours, qui partent beaucoup toute l'année et qui actuellement sont totalement sevrés de séjours et qui vont donc avoir une appétence très très forte à partir. Or, ils ne pourront pas partir. Ils ne pourront pas partir à l'étranger. Et selon le département dans lequel ils seront, ils vivront, ils pourront avoir des possibilités de départ plus ou moins importantes. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis en haut, les probabilités de retour, c'est incertain et c'est totalement dépendant des mesures de confinement. Par exemple, si vous avez une grosse partie de votre clientèle fidèle, qui est par exemple d'Île-de-France ou des Hauts-de-France, ce qui arrive souvent dans des entreprises de notre département, ben, vous ne les aurez pas pour l'instant, vu que s'ils sont dans des départements rouges, ils ne pourront pas partir de toute façon, et puis ils sont largement à plus de 100 km. C'est des choses ultra basiques, mais il faut toujours les avoir en tête. Ensuite, bien sûr, des choses dont on parle beaucoup et de plus en plus forcément, c'est ce qu'on appelle la clientèle de proximité. La clientèle de proximité, et vous en avez parlé hier avec Mathieu quand vous vous êtes concentré sur les offres à imaginer pour ces gens-là. La clientèle de proximité, les probabilités de retour sont plutôt bonnes sur les prévisions. Et pourquoi ? Parce que ce n'est pas forcément nouveau. Hein. Je vous ai mis en bas là, de cette slide une étude qu'avait fait Airbnb l'année dernière. Donc vous voyez, l'année dernière, c'était le bon vieux temps. Hein. C'est le temps où on ne faisait pas des trucs comme aujourd'hui, où on se posait des questions sur des virus. Quoi. On parlait que de tourisme. Et vous voyez, l'été 2019, Airbnb signalait déjà que sur à peu près 9 millions de nuitées qu'ils vendaient en France, il y en avait 1 million qui étaient des gens qui prenaient des nuitées dans leur propre région, par exemple. Donc le tourisme de proximité, ce n'est pas nouveau. Par contre, là, forcément, ça va s'accentuer, simplement pour des raisons de je ne peux pas partir plus loin de toute façon. Donc, c'est du tourisme un petit peu contraint. Par contre, forcément, vous, en tant que professionnel, votre zone de chalandise va se réduire et la concurrence va monter très très fort. Surtout que tous les territoires vont tous communiquer sur le fait qu'il faut prendre des vacances près de chez soi. Quoi. Alors, je vous ai mis une carte à côté là. Vous pouvez vous dessiner des cartes comme ça hein, si vous voulez analyser vos clientèles. Là, je vous ai mis le calcul d'une carte qu'on peut faire avec les gens qui sont à peu près à 2 heures de route, parce que souvent, quand on parle du tourisme de proximité, vous allez voir qu'on a beaucoup de clientèle fidèle à aller travailler là-dedans. Dans le tourisme, souvent, la proximité, ça équivaut à 2 heures de route. Le problème, c'est qu'actuellement, on ne raisonne plus en 2 heures de route, on raisonne à 5 km. Je vous mets la même carte, là, on est à 2 heures de route. Ouais, j'ai pris Béziers, parce que moi, je suis originaire de Béziers, donc j'ai mis un curseur sur Béziers et j'ai tracé une carte à tout ce qui est à 2 heures de Béziers. Donc, vous voyez, il y a Toulouse, il y a Aix-en-Provence, il y a Salon de Provence, etc. Et là, c'est si je fais la carte de Béziers, non plus à 2 heures de route, mais à 100 km autour de moi. Et vous voyez la zone, bien sûr, qui se réduit beaucoup. Et on va très certainement, dans un premier temps, être de toute façon obligé de travailler avec ces bassins-là et de concentrer d'ailleurs notre recherche de clientèle fidèle sur ces bassins-là. Je vous ai mis juste une dernière carte, c'est la clientèle qu'on appelle locale, dont vous avez parlé hier, et dans en gros des bassins de clientèle autour de vous de 20 à 25 km. Donc vous voyez les écarts de carte hein, entre ça et ça, 2 heures de chez vous, 100 km de chez vous, très près de chez vous. On va travailler sur ça et vous allez beaucoup être amené à travailler sur des clientèles comme ça. Alors, je voulais juste vous faire ce topo au début pour qu'on soit bien d'accord. Quand on parle de clientèle et de clientèle fidèle, des gens fidèles, vous pouvez en avoir qui sont très près de chez vous, vous pouvez en avoir qui sont très très loin de chez vous. Et du coup, on ne va pas les travailler de la même manière là, dans le temps qui nous préoccupe actuellement, simplement parce qu'on sait très bien qu'en fonction des
de l'actualité et des règles qui sortent, il va falloir complètement s'adapter. Les clients fidèles. Les clients fidèles, quels qu'ils soient, que ce soit de la clientèle loisir ou de la clientèle business, c'est une super opportunité actuellement, principalement parce qu'ils ont une très bonne réponse sur ce qu'on appelle les marqueurs universels en ce moment. Les marqueurs universels, vous n'étiez pas tous présents hier sur le webinaire de Mathieu, mais ceux qui étaient là vont s'en rappeler. Il y a actuellement dans la clientèle 3 marqueurs universels. Je vous les ai mis en rouge ici. Le marqueur sur la sécurité sanitaire, le marqueur sur les notions de liberté, de nature et le marqueur sur les notions d'engagement, donc de réponse aux attentes du consommateur. Quand on dit que c'est des marqueurs universels, c'est qu'actuellement sur le marché, la sécurité sanitaire, par exemple, c'est la première chose que regardent tous les gens qui commencent à se dire et qui pourraient peut-être partir en week-end quelque part à un moment donné. Le premier truc, c'est la sécurité sanitaire qui revient, et puis c'est le premier truc, c'est entre 95 et 97% dans toutes les enquêtes actuellement. L'espace, la liberté et le côté réponse aux consommateurs aussi. Pourquoi je vous dis que c'est très intéressant pour les clientèles fidèles? Justement parce que des gens qui vous connaissent déjà, qui par définition sont des gens qui connaissent votre produit, qui vous connaissent vous, qui connaissent l'environnement dans lequel vous évoluez, vos services, etc., ils sont beaucoup plus enclins à avoir une réponse de rassurance très forte par rapport à ce que vous allez leur dire. Ils ne sont pas du tout inquiets en se posant la question de où ils vont aller, comment ça va se passer. Ils savent déjà, ils connaissent déjà. Et actuellement, c'est un différentiel qui est très très fort et qui fait vraiment la différence sur le marché. C'est pour ça qu'on se dit qu'il y a une opportunité très très forte à travailler vraiment très spécifiquement ces gens-là. Et vous allez voir, les travailler, ça va principalement être d'ailleurs avec principalement du marketing direct pour leur parler, vous allez voir tout à fait directement. Donc voilà pour ce rapide passage sur tous ces types de clientèle que vous pourrez activer ou pas rapidement, avec cette spécificité de ces clientèles fidèles qu'on peut retrouver un petit peu partout. Alors si vous voulez bosser vos clients fidèles, il va y avoir 2 choses à faire dans la checklist, des choses à faire. Je vous ai fait une checklist, il y a 2 trucs. Ça va, on va s'en sortir. Hop là, pardon, excusez-moi. Il y a 2 trucs. La première chose, c'est bien sûr la logique fichier client. Alors, la première question que je pose, bien sûr, c'est est-ce que j'en ai un? Moi, dans mon métier, je passe beaucoup de temps dans des entreprises. C'est très souvent, quand on est un consultant en marketing, c'est la première question qu'on pose d'ailleurs quand on va dans une entreprise. C'est est-ce que vous avez un fichier client? Montrez-le-moi. Une entreprise qui n'a pas de fichier client, ça veut dire 9 fois sur 10 qu'elle estime qu'elle n'en a jamais eu besoin, donc elle ne s'est jamais vraiment posé de questions sur sa stratégie marketing. Elle est dans une logique de cueillette, les gens viennent, je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'il y en a qui ont dit que c'était joli, parce qu'il fait beau, enfin, je ne sais pas. Donc les gens viennent, donc très bien. Puis si jamais un jour ils ne viennent plus, comme c'est le cas actuellement, on n'a pas grand-chose pour bosser, quoi. Le fichier client, c'est complètement incontournable dans n'importe quelle entreprise, que ce soit une entreprise touristique, un coiffeur, un vendeur de pneus, un fleuriste, n'importe qui a forcément un fichier client quand il veut être efficace d'un point de vue marketing. Donc, c'est la première question quand même à se poser. Franchement, si vous n'avez pas de fichier client, travailler votre clientèle fidèle, ça va être quand même extrêmement compliqué parce que vous allez vous tordre la tête pour essayer de les réidentifier dans votre mémoire, savoir où ils habitent, quel est leur numéro de téléphone, rechercher dans vos mails. Vous pouvez y passer des heures et des heures et des heures. Vous allez le faire, c'est-à-dire vous allez finalement reconstituer un fichier client et passer de longues heures fastidieuses à le faire, alors que le fichier client, ça se fait normalement au fil de l'eau et de la vie de son entreprise, et des coups de fil qu'on a, et des réservations qu'on a, et des clients qui viennent au restaurant, etc. etc. Donc, bien sûr, c'est la première question à se poser. Est-ce que j'ai un fichier client? Après, si j'en ai un, la deuxième question, c'est la quantité. Est-ce que j'ai un fichier client qui est fourni, ou est-ce que j'ai un fichier client avec 3 pimpins à l'intérieur et je ne vais pas pour faire affaire à grand-chose non plus? C'est bien sûr le deuxième niveau. Le troisième niveau, je descends toujours dans la qualité du fichier client. C'est est-ce que mon fichier client, où en sont les mises à jour? C'est-à-dire la dernière fois que j'ai mis à jour ce fichier client, c'était en 2016 ou c'était la semaine dernière quand j'ai eu un coup de fil, quoi.
Et ça amène bien sûr à la qualité de ce fichier client. Plus vous aurez répondu oui aux questions précédentes, plus vous pouvez estimer que ce fichier client est de qualité. Un fichier client qui est de qualité, c'est un fichier client où on se dit que si on se met à activer des actions dans leur dernier point, on va avoir quand même du taux de réponse, du taux d'action de l'autre côté qui va être intéressant. Un fichier client qui n'est pas un fichier client de bonne qualité, on se met à envoyer des mails et puis il y en a 1 sur 50, 1 sur 60 qui arrive ou qui est lu parce que les emails ils sont plus bons, parce que cette personne elle n'a pas reçu d'email de ma part depuis peut-être 3 ou 4 ans, donc mon mail il passe directement à la corbeille ou il n'arrive jamais chez lui, etc., etc. Donc ça c'est un premier, vraiment un premier qui est important à faire dans sa boîte, c'est vraiment un petit check sur sa base comme ça, parce que sans ça, ça sera très compliqué de travailler de la clientèle en fidélisation derrière. Ensuite, le deuxième check, c'est quand même de rentrer dans la base et de regarder ce qu'on a comme info. Le minimum pour bosser, ça va être ce qu'on appelle le pédigré et les moyens de contact. Ça, c'est le minimum syndical, si vous voulez, très difficile d'engager un travail sur de la clientèle fidèle si on n'a pas ces informations-là, nom, prénom, numéro de portable, etc. Pourquoi ? Si vous n'avez que des emails, par exemple, vous n'allez absolument pas pouvoir personnaliser vos messages, vous n'allez pas pouvoir avoir vraiment une relation étroite avec des gens. Or, quand on travaille de la clientèle fidèle, c'est une des clés. Une des clés du travail de la clientèle fidèle, c'est d'arriver à parler à ces gens-là et qu'ils aient l'impression que vous leur parlez vraiment à eux et que vous les connaissez vraiment et que c'est pour ça que vous les appelez, que c'est pour ça que vous leur envoyez un email et que vous ne le faites pas à tout le monde. Donc, plus vous avez des informations dans votre base de données qui vous permettent de qualifier cette relation, et je parlerai tout à l'heure des outils, email, SMS, WhatsApp, tous ces outils qu'on peut utiliser, peu importe l'outil finalement, plus vous aurez une connaissance fine de ces gens-là, plus vous pourrez engager une relation qui sera efficace dans une relation de fidélisation. Et puis je vous ai mis en dessous, il y a des petites choses qui permettent de faire la différence ensuite quand on va se mettre à lancer des opérations sur des clients, des fichiers clients de gens fidèles. C'est tout ce qui vous permettra d'identifier très facilement, par exemple, de la localisation géographique. Ça, c'est un critère qui va être ultra important à avoir dans sa base actuellement. Si vous n'avez aucune information de localisation, c'est compliqué. Pourquoi ? Imaginez que vous ne déclenchiez des opérations de communication que sur des gens qui habitent à 100 ou 120 km de vous. C'est une bonne idée, mais il faut pouvoir l'identifier qu'ils habitent à 120 km de vous ou à 100 km de chez vous. Donc forcément, moi je connais des entreprises dans leur base de données, il y a des noms, des prénoms et des emails par exemple. Bon, mais quand on a des noms, des prénoms et des emails, il est impossible de faire des opérations de marketing en allant cibler des gens sur du zonage géographique. Donc, on sera moins efficace. Ou on ne pourra pas se lancer dans certains messages en se disant « ça, je ne peux pas l'envoyer parce que si le mec à qui je l'envoie, il habite à Dunkerque, il va avoir les boules en fait que j'y envoie ça. Il va se dire « mais il est fou, pourquoi il m'envoie ça? Je ne peux même pas y aller chez lui. » Donc ça, c'est des éléments. Plus vous avez des éléments dans votre base de données qui permettent derrière de pouvoir identifier facilement de la localisation géographique, ce qu'on appelle des super clients. Là, j'ai mis le côté VIP. Vous savez, si dans votre base de données, vous avez au fil du temps identifié des gens en vous disant eux, c'est des clients particuliers. J'ai un camping, eux, ça fait 20 ans qu'ils venaient. Maintenant, c'est les enfants qui viennent. Vous voyez, ce genre de clients-là, c'est très important. J'ai un resto, je sais que dans mon resto, j'ai certains clients, ils viennent manger au moins 1 fois, voire 2 fois par semaine. C'est des clients particuliers, je les ai identifiés dans ma base de données. C'est toute cette partie-là, hein, sur ce côté VIP. Et puis éventuellement d'autres critères. En fait, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut avoir ça pour travailler sa clientèle fidèle. Je suis juste en train de vous dire que plus vous avez tout ça, plus vous allez pouvoir mettre en place finalement des actions qui vont être fortes derrière. Et plus vous serez léger sur tout ça, plus soit vous ne pourrez pas faire parce que vous n'oserez pas, soit vous ferez du moyen, quoi. Voilà. C'est pour ça que le premier check à faire, c'est vraiment cette logique autour de son fichier client, ce qu'on appelle la gestion de la relation client dans sa partie data, quoi, c'est-à-dire où c'est que vous stockez vos données. Et normalement,
C'est vraiment de l'organisation, de la méthode à avoir dans sa boîte. Ce n'est pas très compliqué à faire, un fichier client. Ce n'est pas un problème technique, ce n'est pas un problème informatique. Un fichier client, c'est un problème de volonté, d'organisation, de se dire à chaque fois que j'ai un email, j'essaie de récupérer le nom, le prénom, l'email, je vais aller le mettre à côté dans ma base de données. Chaque fois que j'ai quelqu'un au téléphone, je discute avec lui, je récupère de la data, etc. etc. C'est la mise en place de tous ces process-là qui font finalement que vous disposez à la sortie d'un bon outil de travail ou pas. Il y a des questions, Nicolas, ou pas? Pour l'instant, ça va? Écoute, pour l'instant, non. Il y avait une question sur la carte tout à l'heure. J'ai répondu, c'était bien sur Géoportail. Hein, j'imagine que tu l'as faite. Oui, les... oui. Ouais. Les cartes, oui, on conseille de les faire sur Géoportail simplement parce que le gouvernement a conseillé de faire là-dessus pour faire les calculs. Voilà. Carte officielle. Vous avez vu la différence, c'est quand on fait le calcul les gens à 100 km de chez moi et les gens à 2 heures de chez moi. Hein. C'est pas, comme quoi les voitures roulent vite, ça doit être ça. Okay, je reviens sur les trucs. Tu me coupes, Nico, tu n'hésites pas s'il y a des... Il n'y a pas de souci, ouais, s'il y a des questions. Hein. Ouais. Donc, le travail sur les clientèles fidèles, premier check, bien évidemment, c'est ce check fichier client, data sur lesquels je peux travailler. Quand on veut travailler sur les clients fidèles, bien évidemment, on ne peut pas acheter de base de données, on ne peut pas louer de base de données, on ne peut pas aller voir Mediapost en leur disant « je veux envoyer un message à des gens comme ça ». Ça ne marche plus, plus. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de le faire, mais quand on fait des opérations comme ça, on est sur des opérations dites de conquête, c'est-à-dire on envoie des messages à des gens qui ne me connaissent pas a priori. On travaille la clientèle fidèle, justement, c'est tout l'opposé de ça, on se force à communiquer vers des gens qui me connaissent, quoi. Donc j'ai besoin de les avoir en base. C'est le premier check à faire. Le deuxième check, dans cette petite checklist, il n'y en a que deux, alors ça va aller vite, excusez-moi, hop, j'ai tombé un truc. Le deuxième check, c'est de regarder juste la part de vos clientèles et la part de vos clientèles fidèles dans votre clientèle totale. Alors, c'est quoi ce truc? Alors, c'est pas scientifique, hein, c'est juste se faire... bon, si vous avez des chiffres super précis, tant mieux, mais très souvent, quand je fais ce genre de travail avec un prestataire touristique, hein, il le sait à peu près. Vous voyez, quand vous lui dites, mais les clientèles lointaines, par exemple, ça pèse combien chez toi? Bah, ça pèse 5%. OK. Les clientèles européennes, vous voyez, pour lui, 15%. La clientèle française qui habite à plus de 700 km, vous voyez, dans cette entreprise, c'est plus de la moitié de clientèle. La clientèle française à moins de 100 km, c'est à peu près un quart des clients. Donc, c'est essayer de faire ces barres bleues, finalement, pour voir un petit peu quelle est sa part de clientèle. Et puis, à l'intérieur de ces barres bleues, essayer de mesurer combien pèse la clientèle fidèle, que j'ai mis ici en orange. Là, par exemple, on s'aperçoit que cette entreprise, elle a une opportunité à travailler parce qu'elle a quand même, elle a peut-être 20% de sa clientèle globale qui est une clientèle qui est fidèle, donc qui consomme déjà et qui habite déjà à moins de 100 km de chez elle. Donc là, on est dans un cas, cet exemple-là, je vous l'ai mis d'expérience là parce que c'est un travail que je fais assez souvent dans les entreprises, ça. Et c'est un cas assez classique dans les entreprises touristiques, en tout cas dans les hébergeurs qu'on retrouve dans un département comme l'Hérault. On aurait des schémas totalement différents, par exemple, si on prenait un restaurateur, où vous auriez la clientèle française à moins de 100 km super forte. Et puis on peut avoir, donc là ça veut dire finalement qu'on va pouvoir bosser, qu'il y a de quoi faire. Ça fait prendre aussi conscience d'une chose, c'est qu'on va quand même perdre beaucoup de clientèle potentielle, parce que si on ne peut pas s'adresser à plus de 100 km, donc ça fait quand même remettre un petit peu les idées en place. Mais là, dans ce cas-là, par exemple, on s'aperçoit assez vite que, OK, on va pouvoir faire des trucs. Après, je vous ai mis un autre exemple. C'est un exemple, alors celui-là, je ne peux pas dire qui c'est, mais c'est un camping qui est dans l'Hérault, qui est plutôt dans le nord de l'Hérault, et c'est un camping qui travaille uniquement avec de la clientèle flamande, néerlandaise et belge flamande. C'est un camping qui marche très bien depuis de très nombreuses années. Sauf que ce camping, quand vous faites ce travail d'estimation des clientèles et du poids des clientèles fidèles,
ben, vous vous apercevez que dans ce camping, forcément, vous voyez, 80% de sa clientèle, c'est de la clientèle européenne, oui, c'est de la clientèle flamande, il a ciblé complètement son marché là-dessus, avec d'ailleurs dans cette clientèle, vous voyez, cette barre bleue à 80%, là, et à l'intérieur de cette barre bleue, on a une fidélisation hyper forte, donc des gens, des clients qui connaissent parfaitement cet établissement-là, qui vont revenir sans aucun problème, etc., etc. Et vous voyez, le reste, c'est un petit peu le désert de Gobi. Et là, dans un cas comme ça, forcément, dans l'état actuel des choses, en tout cas, mettre en place des opérations de fidélisation, en tout cas de communication, ça va être un petit peu compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, vous allez voir. Ça veut dire qu'il va falloir adapter beaucoup les choses. Quand je vous dis qu'on ne va pas le faire, c'est bien évidemment, plus vous allez avoir dans cette estimation-là la part de votre clientèle fidèle qui va monter, vous allez dire j'ai une grosse part de clientèle fidèle qui est en gros à moins de 100 km de chez moi, plus vous allez pouvoir faire de la communication commerciale vers ces cibles-là. Bien sûr, vous n'allez pas actuellement faire de la communication commerciale vers des cibles flamandes, par exemple, même s'ils sont très fidèles et qu'ils vous connaissent parfaitement. Ce serait hyper contre-productif. Vous savez, ce serait comme envoyer une super photo à un petit garçon avec des glaces magnifiques pour lui expliquer que de toute façon, il n'aura pas le droit d'en manger, quoi. C'est pas super mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas envoyer des messages assez flamands en l'occurrence ici, mais c'est certainement pas des messages à vocation commerciale qu'on va leur faire passer. Donc ça, c'était juste ce check là-dessus, c'est vraiment un petit travail qu'on a à faire dans chaque boîte, de se dire, bon ok, est-ce qu'il y a une opportunité ou pas pour moi à vraiment travailler la clientèle fidèle? Des fois, il n'y a pas trop d'opportunités, des fois, il y a une énorme opportunité. Jean-François Pouget, en introduction, disait qu'on était parfois assis sur un trésor. Oui, selon les cas, oui, c'est vrai. Selon les cas, il y a des entreprises où la clientèle fidèle, c'est un véritable trésor, quoi. Il y en a d'autres, dans certaines circonstances, et notamment celles qu'on vit actuellement, où la branche sur laquelle on peut s'appuyer habituellement, elle devient tout d'un coup très fine ou tellement souple qu'on ne peut pas trop s'appuyer dessus. Mais en tout cas, c'est un travail juste d'analyse et d'introspection, je dirais, de son entreprise et qu'il est important de faire à un moment donné. Vivian, juste pour en terminer sur les clientèles, il y a une question de JC. Donc là, c'est pour le coup pas sur la clientèle fidèle, c'est en amont. Quid des demandes des clients qui ne sont pas encore venus? Par exemple, quand l'établissement a été complet, voilà, est-ce qu'il faut intégrer ces gens-là dans le fichier client? Comment les traiter? Il faut les identifier peut-être dans le fichier client. Quid de ces clientèles-là? Je vais revenir sur ça. Hop. Pas si vous revoyez le schéma, Nico, oui? Oui, c'est tout bon, on est revenu sur la fichier client. Oui, alors on appelle ça un fichier client, c'est un terme impropre, hein, parce que bien sûr, dans un fichier client, je ne sais pas, Nico, qui c'est qui posait la question, le prénom? JC. JC. Donc, clairement, dans un fichier client, on n'a pas que ses clients. Donc, définition d'un client, c'est quelqu'un qui a consommé votre produit. Voilà, vous êtes restaurateur, un client, c'est quelqu'un, il est venu la manger chez vous. Vous avez une chambre d'hôte, un client, c'est quelqu'un, il est venu dormir chez vous. Vous êtes un prestataire de canoë-kayak, un client, c'est quelqu'un qui est venu faire du canoë-kayak. OK. Et lui, bien sûr, ou elle, il doit absolument être dans son fichier client. Mais il y a bien sûr, bien évidemment, plein de gens qui posent des questions, qui se renseignent, qui envoient des messages, qui utilisent le formulaire de réservation et en retour, ils ont que c'est complet, ou qui téléphonent, ou qui envoient un email, etc., et qui finalement ne sont pas clients. Ces gens-là, le terme, c'est du prospect. Mais ces gens-là, on les a aussi en base de données. Il faut les avoir en base de données parce que ce sont forcément des gens qui se sont intéressés de très très près à votre produit. Quelqu'un qui en est à vous faire une demande de réservation pour venir faire un saut en parapente avec vous ou un séjour de nos tourismes dans votre domaine et à qui vous répondez que malheureusement c'est complet, s'il en est à vous faire cette demande-là, pour nous on appelle ça du prospect chaud, quoi. C'est-à-dire c'est pas juste quelqu'un qui a tapé Eunotourisme sur Google, quoi. C'est quelqu'un qui a fait des recherches, qui est allé loin et qui finalement est tombé sur votre produit, qui l'a regardé, et il s'est dit que ça collait, qui est allé loin dans sa démarche. Malheureusement, c'est complet. OK, mais lui, on l'a en base de données. Effectivement, Nico, c'est une super question. Dans la base de clients, il n'y a pas que des clients. On stocke dans sa base de clients tout ce qui remonte comme demande, etc. Par contre, du coup, les gens sont identifiés. Dans sa base de clients, on a des gens qui sont marqués comme étant des clients
et on a des gens qui sont marqués comme étant des prospects. Ce qui permet d'ailleurs de déclencher des opérations de communication derrière qui sont différentes selon qu'on envoie un message à des prospects ou selon qu'on envoie un message à des clients. Ouais, c'est assez... Alors vous avez des entreprises, je connais des campings par exemple, qui sont extrêmement organisés là-dessus, où ils ont des bases clients, où il y a les prospects qui ont fait des demandes de ferme sur lesquelles il y avait des blocages, donc c'était complet au moment où ils voulaient venir. Ils sont identifiés spécifiquement dans la base de données et la base de données lance des alertes instantanément dès qu'il y a des dates, qu'il y a des annulations par exemple, et que du coup un créneau se libère et qui pourrait correspondre à ce qu'une personne avait demandé et à qui on avait dit c'est complet. Et là, on peut déclencher des opérations de communication sur ces gens-là. C'était un exemple de communication sur les prospects qui fidélisent énormément les gens. C'est-à-dire que quand on déclenche des opérations comme ça sur des prospects, on s'aperçoit que 9 fois sur 10, ils ne viennent pas, parce qu'ils n'ont pas attendu que vous leur fassiez un mail 10 jours après pour leur dire que c'est disponible. Ils ont trouvé entre-temps ailleurs, un autre camping, il n'y a pas de souci. Mais par contre, vous avez créé un lien très fort avec cette personne-là, lui montrant que vous ne l'avez pas oublié, que vous avez vraiment tenu compte de sa demande, que ce n'est pas juste un message électronique qu'il y a dit c'est complet et puis maintenant on va te faire voir. Voilà. Et ça fait aussi partie d'entrer dans de la fidélisation avec des gens. Voilà. C'est pour ça qu'on travaille aussi les prospects souvent dans sa base. Et il y avait une question un petit peu dans ce sens aussi de Jean-François à laquelle j'étais en train de répondre là. Effectivement, alors lui il se dit pourquoi je n'arrive pas à revoir mes clients alors que ceux-ci sont très satisfaits durant le séjour. Du coup, voilà, les clients sont contents mais ils ne reviennent pas. C'est tout l'intérêt de la GRC finalement, c'est de travailler ces gens-là pour les inciter à revenir, garder le contact avec eux. Ouais, je vais en parler juste après. Alors clairement, c'est pas parce que quelqu'un est content qu'il revient. Ça, c'était vrai il y a 30 ans en arrière quand il n'y avait pas beaucoup d'offres, je dirais. Maintenant, avec la multitude des offres, qui que vous soyez, votre offre, elle peut être magnifique, elle peut être super. Des offres aussi bien que la vôtre, il y en a sans doute plein ailleurs. Et du coup, la fidélisation, elle change un peu de forme. Si on ne sollicite pas les gens, en tout cas, naturellement, ça reconsomme naturellement moins bien qu'avant. Avant, on avait des clientèles touristiques qui naturellement reconsommaient très fortement. C'était dû à la fois à la structuration du marché et de l'offre, et c'était dû aussi aux générations. Les générations qui arrivent, notamment les générations Y, donc les gens qui ont en moyenne de 35 ans actuellement, et moins, ce sont des générations qui consomment énormément du tourisme. La génération Y, dont les 35 ans actuellement, c'est la plus grosse génération consommatrice de tourisme en Europe, il faut le savoir. Ça devrait normalement être votre première clientèle touristique, si vous suivez la logique. Et c'est une clientèle, par exemple, qui peut tout à fait aller quelque part, être super satisfaite, vraiment repartir avec une banane incroyable et se dire qu'ils ont passé 4 jours géniaux autour du lac du Salagou, à faire ci, à faire ça, et plus jamais y revenir de leur vie, quoi. Voilà, ça c'est typique de cette génération-là et de cette clientèle-là. Par contre, c'est des gens qu'on va continuer à travailler parce que même si eux ne vont pas revenir, ils ont un pouvoir de fidélisation autour d'eux qui est très très puissant avec leur réseau et leurs recommandations. Et si vous coupez le lien avec eux, ils vous oublient. Si vous ne coupez pas le lien avec eux, la probabilité qu'ils se mettent à parler de vous autour d'eux est importante. C'est pour ça qu'on va déclencher tout un tas d'actions derrière de communication. Il n'y a pas d'autres questions, Nico? C'est bon? Non, je pense que ouais, c'est tout bon. On peut enchaîner sur les clients. Ouais. Oui, alors dans votre communication, habituellement, et vous avez 4 cibles quand vous êtes une entreprise touristique. Alors, je dis bien habituellement. On vient de parler de celle-là, par exemple. Là, dans les exemples que je donnais, on vient de parler d'actions que vous pouvez mener vers des gens qui ne sont pas encore des clients, typiquement des prospects. C'est ce qu'on appelle faire de la conquête. Ce n'est pas le sujet de cet après-midi. On peut faire des milliers de choses. Et ceux qui étaient là hier, Mathieu, à la fin, leur a parlé de tout ce qu'on pouvait faire en utilisant les réseaux sociaux, les Facebook Ads, en utilisant les outils comme ça pour faire voir à des gens qui ne vous connaissent pas encore que vous êtes là, que vous existez, etc. Bien sûr, ensuite, ce que je vous ai marqué en dessous, là, les clients, donc vos clients et les fidèles, c'est ce qu'on va développer maintenant, qui sont une cible très spécifique dans votre communication avec un objectif qui est un objectif donc, de fidélisation, soit de fidélisation directe, soit de fidélisation indirecte.
Fidélisation directe, c'est je vais garder du lien avec ces gens-là pour qu'ils me reconsomment. Fidélisation indirecte, c'est je vais garder du lien avec ces gens-là pour qu'ils parlent de moi. Pour que le jour où à la machine à café, on va leur dire ah, tu ne saurais pas où c'est qu'on peut aller passer un week-end, là, pas trop loin de Lyon, que le mec de suite il dise si, nous, l'année dernière, on est allé autour du Salagou, tu ne sais pas ce que c'est le Salagou, tu ne sais pas si c'est du pâté, du machin, mais je vais t'expliquer parce que le mec d'ailleurs, il m'a envoyé des photos depuis, c'est génial, ils ont fait, voilà, c'est ça en fait, la fidélisation, c'est de la fidélisation indirecte. Donc ça, c'est des cibles, et puis vous avez d'autres cibles que vous pouvez traiter en tant que prestataires touristiques et qui sont assez peu traités, c'est tout ce qui va être les autres prestataires autour de vous et ce qui va être aussi beaucoup les locaux, les habitants. C'est des cibles de clientèle qu'on oublie souvent de travailler quand on est un professionnel du tourisme. Et dans les temps qui courent actuellement, là, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup d'importance. Je n'ai pas le temps de développer cette partie-là, mais vous avez des territoires, par exemple, où en tant que professionnel du tourisme, communiquer sur la population locale pour leur expliquer que le tourisme, ça sert aussi à faire en sorte que le boulanger il soit ouvert toute l'année ou qu'il y ait encore une école, c'est très important d'arriver à faire des choses comme ça. Et moi, je vis en Lozère une grande partie de l'année. Il y a peut-être des Lozériens qui se sont glissés dans la salle, j'espère pas, Nico, hein, sinon on les exclut de suite. Non, je veille au grain, on les retrouve en général. Mais sur des départements comme ça, vous avez les habitants qui craignent énormément l'arrivée des touristes et ça peut très très mal se passer. Donc on peut avoir des actions de communication en tant que professionnel du tourisme finalement sur toutes ces cibles-là. Mais bon, là, j'ai peu de temps pour vous parler cet après-midi, donc je me concentre sur les clientèles fidèles, dans la deuxième partie ici. Alors, vous avez deux types de communication que vous pouvez mettre en place. À gauche, vous avez ce qu'on appelle la communication commerciale. La communication commerciale, une communication, il y a toujours un message et des résultats attendus. La communication commerciale, le message, il est souvent simple. Je mets en avant des produits, des services, etc. Et j'attends. Le résultat que j'attends en tant que chef d'entreprise, c'est qu'il y ait du retour sur investissement par rapport à ce que je viens de faire. C'est des actions avec la communication commerciale que l'on fait de manière totalement… Enfin, ce n'est pas les mêmes actions, mais sur les prospects ou sur vos clients ou sur les clients fidèles, on a cette logique de communication commerciale. Les autres cibles que j'ai évoquées, qui sont les prescripteurs, les autres prestataires de votre territoire, la population locale, etc., pour ceux qui font de la communication sur ces gens-là, bien sûr, on ne leur fait pas le même type de communication, on est plutôt sur ce qu'on appelle de la communication sociale, avec comme résultat attendu, je veux que ces gens-là parlent de moi en bien, quoi. Qui parlent de moi, dans ce qu'on avait appelé les prescripteurs, hein. Je suis un professionnel du tourisme, je suis à côté de la Malou-les-Bains, est-ce que je n'ai pas un grand intérêt à communiquer auprès de tous les agriculteurs qui habitent à 15 km autour de chez moi pour leur expliquer ce que je fais, leur faire avoir mon produit, les amener pour qu'ils parlent de moi, qu'ils en parlent en bien, etc. Toute cette logique-là, c'est ce qu'on appelle la communication sociale. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que généralement, dans les entreprises touristiques, la communication sociale, il n'y en a quasiment jamais. Ils s'en foutent complètement. Vous concentrez généralement quasiment l'immense majorité de votre énergie et de votre argent, quand ça vous coûte de l'argent, sur ce qu'on appelle donc la communication commerciale. Or, à l'heure actuelle, avec ce qu'on est en train de vivre, et ce qui est toujours le cas d'ailleurs en période de crise, c'est que on a un nouveau temps de communication qui est à intégrer et qui est surtout à intégrer auprès de vos clientèles fidèles. Vous voyez sur ce tableau-là, vous avez à gauche là, la communication commerciale dont je vous ai parlé. À droite, vous avez la communication sociale dont je vous ai parlé. Et puis, au milieu, il y a une brique qui apparaît dès qu'on a des soucis. Dès que sur le marché, les gens craignent de me consommer. Dès qu'ils se posent des questions. Dès qu'il y a de l'angoisse. Dès qu'il y a de l'anxiété. Donc, en gros, dès qu'il y a une crise. Dès qu'il y a une crise, on a besoin de faire ce qu'on appelle de la communication institutionnelle. Alors, c'est un bien grand mot, mais communication institutionnelle, si j'ai un resto avec 12 tables, je peux en faire. Hein. Si j'ai un camping avec 2000 emplacements, je peux en faire. Hein. Ce n'est pas la question. Hein.
la communication institutionnelle, vous voyez les résultats attendus de soi en vert. Quand je me mets à communiquer auprès de mes clients, notamment de mes clients fidèles là-dessus, c'est que j'ai des objectifs de rassurance et j'ai des objectifs de leur part de partage de certaines valeurs et d'engagement de leur part. Or, dans la situation actuelle, mais ce n'est pas nouveau, hein, je vous disais, hein, c'est toujours quand on est en situation de crise, on a besoin en situation de crise de toujours rajouter une brique de communication dite institutionnelle. Alors, ce n'est pas un terme institutionnel au sens institutionnel ou administratif, c'est le terme qu'on emploie dans la communication. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que finalement, vous pouvez intégrer dans votre plan de communication déjà l'idée de vous dire, principalement sur mes clientèles fidèles, il va falloir peut-être qu'au-delà de leur faire de la communication commerciale habituelle, pour leur proposer un séjour particulier parce que c'est des clients particuliers, avec un service particulier à tel prix, enfin, peu importe, tout ce qui est de la communication commerciale. Au-delà de ça, il y a un énorme besoin actuellement auprès de vos clientèles fidèles de recevoir de votre part des messages qui sont des messages avec pour vous comme objectif de la rassurance, du partage et de l'engagement. C'est extrêmement important en période de crise. Pensez que vous allez parler à des gens qui vous connaissent, qui vous consomment, qui vous parlent avec vous quand ils viennent chez vous, souvent à qui vous serrez la main. Il y a des restaurateurs, ils font la bise à des clients, etc. etc. C'est à ces gens-là qu'on va parler. Là. Ces gens-là, on a besoin de faire passer certains messages. Alors, je vous ai mis les messages en orange. Le message de tout ce qui va être info sanitaire. Vous pouvez avoir le client le plus fidèle du monde, s'il craint de venir manger dans votre restaurant, il ne viendra pas actuellement manger dans votre restaurant. Donc, il y a besoin d'avoir des communications extrêmement claires et extrêmement nettes sur ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. La communication peut même être de dire que vous restez fermé, par exemple, pour l'instant. Et vous pouvez très bien communiquer auprès de vos clientèles fidèles en leur disant actuellement, je reste fermé. Je reste fermé parce que c'est très important pour moi que si vous venez chez moi, ça se passe bien et je ne peux pas tout garantir à l'heure actuelle, où toutes les règles ne sont pas assez claires pour que je le fasse. C'est ce genre de communication-là. Vous voyez qu'on est très très loin de la communication commerciale en vous disant si tu viens avant 19h, tu as une coupe de champagne offerte. Hein. Ce n'est pas du tout la logique dans ce cas-là. Donc il y a toute cette brique-là d'infos sanitaires qu'il faut arriver à faire passer à ses clients fidèles. Et puis, il y a une brique forte sur des valeurs à faire passer. Et là, on touche quelque chose qui marche très très bien avec les clientèles fidèles qu'on appelle le why. En fait. Le why, c'est pourquoi j'existe finalement, pourquoi je fais ce boulot, pourquoi j'ai cette boîte, pourquoi je suis accompagnateur de montagne, pourquoi j'ai des chambres d'hôtes à côté de Saint-Pons, pourquoi. Au fond, c'est quoi les valeurs que je pousse, c'est quoi qui est important pour moi et c'est quoi que je partage avec toi finalement. C'est des communications qui peuvent vous paraître bizarres et décalées, mais en période de crise, quand on parle à des gens qui vous connaissent, c'est des choses qu'il faut asséner, c'est des choses qui sont extrêmement importantes à faire passer, à faire transpirer dans les messages. Donc, vous voyez que la communication, potentiellement, dans une petite boîte, parce que pour faire ça, il ne faut pas être une multinationale, hein. Il faut juste être organisé quand on veut arriver à le faire. Mais moi, je connais des propriétaires de gîtes qui font ça. Hein. Et ils ont 2 gîtes. Hein. Et ils n'ont pas de salariés. Hein. Et je connais des campings où il y a 35 salariés et ils font pareil. Ce n'est pas les mêmes volumes, ce n'est pas le même foie, ce n'est pas tout ça. Mais finalement, les objectifs, les résultats attendus, c'est les mêmes. Les types de messages qui sont envoyés, c'est les mêmes. C'est pas sur les mêmes volumes, c'est pas tous les X fois pareil, etc., etc. Mais c'est quand même une logique. Dites-vous que ça, c'est quelque chose de très spécifique à ce que l'on vit actuellement. La communication commerciale, qui est à votre réflexe habituel, ne suffit pas en période de crise. Elle peut même être mal perçue si elle est unique. C'est-à-dire, si à l'heure actuelle, vous envoyez à vos clients fidèles que de la communication commerciale, ça peut être très mal perçu. Vos clientèles fidèles ont besoin d'avoir de votre part une communication qui soit une communication à des buts de rassurance, de partage et d'engagement de votre part. C'est ultra important de garder ça en tête. Et puis, vous avez cette dernière brique qui est ce qu'on appelle la communication sociale, j'y reviens pas.
Mais gardez dans un coin de votre tête l'intérêt que vous pouvez avoir à communiquer auprès de vos prestataires autour de vous, des entreprises locales, des artisans, de la population, etc. C'est très important aussi. Et en période de crise, ça peut être très, très important aussi. Donc, on a tout ce bloc. Et puis, il y a un truc qui est quand même ultra important en communication. C'est que malgré tout ce que je viens de vous dire, si ce n'est pas net pour vous, si vous n'avez pas vraiment des choses à dire, parce que c'est bien gentil de dire, oui, il faut communiquer sur les infos sanitaires, par exemple. C'est ultra important au niveau de rassurance. C'est vrai. Mais les infos sanitaires, il faut que vous ayez mis en place des choses. Il faut qu'il y ait des process, il faut que vous ayez réfléchi à des parcours clients. Vous êtes un loueur de canoë, est-ce que vous avez réfléchi quand les gens arrivent sur le parking, ils descendent de la voiture et à partir de ce moment-là, ils touchent quoi, ils croisent qui, ils mangent comment ils mettent leur gilet de sauvetage, comment il est nettoyé, par qui, tous les combien, enfin toutes ces choses-là, si vous les avez mise en place, si vous avez déjà réfléchi à des choses, c'est-à-dire si vous avez quelque chose à dire d'utile et d'intéressant pour votre cible, ça mérite une action de communication. Faire une action de communication pour parler, pour rien dire, ou j'ai vu pire, j'ai vu des gens qui faisaient des communications en colportant des trucs, vous voyez. Oui, c'est une honte, j'ai vu que les écoles ouvraient alors que moi, je n'ai même pas le droit d'ouvrir mon camping. Si vous voulez, mais c'est quoi le résultat? C'est quoi l'objectif? Pourquoi vous faites cette communication-là? Donc ça, c'est quand même un truc qu'il faut avoir vraiment en tête. Bien souvent, quand on n'est pas sûr de à qui on s'adresse et de l'objectif qu'on poursuit en envoyant ce message, il vaut mieux faire ce que vous voyez affiché en bas de la slide. Il y a beaucoup de communicants qui vous diront, souvent quand on n'est pas sûr, la meilleure communication, c'est pas de communication. Par contre, quand on commence à être très sûr, très net, d'avoir quelque chose à dire qui va apporter quelque chose à certaines personnes, là, on a tout intérêt à aller vers ces gens-là et à leur apporter ce message-là. Voilà. Que ce soit en communication commerciale, institutionnelle ou en communication sociale, d'ailleurs. Des questions ? Pas de questions particulières. Pierre Larry, donc le directeur de l'hôtel de Ballaruc, qui soulignait effectivement ce que tu disais sur les protocoles sanitaires, c'était important de communiquer sur ces éléments-là, notamment pour eux, pour les stations thermales, et qu'effectivement, ils y travaillent régulièrement. On l'a abordé ça dans les premiers webinaires avec Mathieu sur les protocoles sanitaires qui sont travaillés par les filières. Effectivement, voilà, Lydie qui souligne ça aussi de l'Office du tourisme Minervois-Caroux. Oui, alors je salue bien sûr Pierre Larry de Ballaruc, que je connais très bien. Bonjour Pierre, j'espère que tout va bien pour toi. Je sais qu'à Ballaruc, c'est forcément très, très compliqué. Ballaruc, c'est une station thermale, c'est la première station thermale de France. Quand vous passez de 4500 curistes jour en moyenne à 0, vous imaginez ce que ça peut faire. Donc voilà, grosse pensée pour Ballaruc et pour tous les pros de Ballaruc, et j'en connais pas mal à force. On avait eu... Oui, donc juste pour finir. Sur le sanitaire, on va pas en faire à des caisses là-dessus, mais vous avez une enquête qui a été faite par Airbnb dernièrement. Là. L'enquête, c'était qu'est-ce qui est important pour vous dans les mois prochains pour votre prochaine location. C'était une question à choix multiples, des réponses à choix multiples, pardon. 97% des gens interrogés ont coché la sécurité sanitaire dans la location où je vais aller. Donc oui, voilà, c'est forcément en ce moment, c'est quelque chose d'assez incontournable. On aimerait tellement parler d'autres choses, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc ça fait partie de votre communication institutionnelle. Mais encore, faut-il avoir quelque chose à dire à ce sujet-là. C'est pas tout d'envoyer un message pour dire à des gens, vous pouvez venir chez nous, on a prévu, tout ira bien. Si c'est pour dire ça, il vaut mieux pas communiquer. Surtout en période de crise, où on a besoin de choses extrêmement claires, marquées, des faits, des choses prouvées, suivies, etc. Ah oui, j'aime bien ça parce que tout à l'heure, il y avait une question là-dessus aussi d'ailleurs. Je crois que c'était JC ou JP, je sais plus. JC, c'était JC, oui. Ouais. Confond les initiales. Mais pourquoi les gens, ils ne me reconsomment pas? Pourquoi ils ne reviennent pas? Quand on travaille les clientèles fidèles, forcément, c'est quelque chose qui nous obsède, quoi. On se dit, mais c'est pas possible. Les mecs, je les ai fait revenir déjà. Ils se sont éclatés, ils ne reviennent pas. Alors ça, vous avez cette étude qui date un peu, là, c'était 2017, elle n'a pas été refaite depuis.
C'est l'étude Gartner. Vous pouvez la retrouver sur Internet. Donc, en fait, c'était une analyse qui regardait pourquoi les gens n'étaient pas forcément fidèles à un produit touristique. En gros, qu'est-ce qu'ils faisaient qu'ils n'y retournaient pas là-bas, dans cet hébergement ou chez ce prestataire d'activité. Voilà. Qu'est-ce qu'ils faisaient qu'ils n'y allaient pas. Donc vous voyez, il y a des choses assez évidentes, forcément. Le mec qui habitait à côté et puis qui tout d'un coup se met à habiter en Australie, c'est plus compliqué, forcément. Donc, ce qui est changement de vie, etc. Mais ça, vous voyez, ça pèse très peu. L'envie de changer, l'envie de connaître autre chose, de voir autre chose, oui, bien sûr, ça pèse aussi. La captation par une autre marque, un autre produit, une autre entreprise, c'est la chose d'ailleurs qui progressait le plus dans cette enquête. Donc vous voyez, le troisième point. Ce qui est assez symptomatique d'un point, c'est dites-vous que lorsque vous communiquez vers des gens, vous n'êtes pas le seul à le faire, loin de là. Et du coup, plus vous le faites de manière moyennasse, comme on dit chez moi, ça passe moyennasse là, tout le monde. Moyennasse, je pense que c'est parfait. Ah oui, c'est nickel moyennasse. Tout le monde est comme ça. Plus vous le faites de manière moyennasse, il suffit qu'il y en ait qui le fassent mieux que vous, de communiquer vers ces gens-là, ils les captent, quoi. Ça, c'est toute la notion de la concurrence, bien évidemment. Après, vous avez le quatrième point, vous voyez, c'est pourquoi vous ne reconsommez pas un produit. Bien sûr, c'est l'insatisfaction. C'était pas bien, ça ne m'a pas plu, c'était trop cher, je ne sais rien. Il peut y avoir 1000 raisons d'insatisfaction. Le patron fait la gueule toute la journée. Enfin bon, il peut y avoir plein de choses. Et puis, vous voyez quand même ce qui est ultra marqué, notable dans ce genre d'enquête de comportement. Ce que vous avez quasiment 7 personnes interrogées sur 10, c'est une enquête européenne, l'étude de Gartner qui a lieu chaque année. Vous voyez, vous en avez 7 sur 10 qui vous disent moi, je ne suis pas retourné là-bas parce que j'ai pensé finalement, parce que globalement, finalement, je reçois tellement d'infos tout le temps, etc. C'est ce qu'en marketing, nous, on appelle l'effacement. C'est la pire des choses, l'effacement. C'est quand vous ne vous rappelez plus exactement ce que vous avez acheté. Vous savez, vous aviez une super paire de chaussures, là. Mais vous ne savez plus exactement ce que c'était la marque, où vous l'aviez acheté. C'est ce qu'on appelle de l'effacement. Et plus on est dans une société de consommation effrénée, je dirais, plus on a de l'effacement. Donc, plus il faut accentuer les efforts de communication. Alors, peut-être qu'on va petit à petit basculer dans une société où on aura moins ces tendances-là. Mais en tout état de cause, l'effacement est vraiment terrible. Et dites-vous une chose, c'est que même des gens qui vous sont fidèles peuvent vous effacer si jamais il n'y a plus de contact avec vous, peut-être pendant un an, il n'y a plus de messages, il n'y a plus tout ça, ils seront peut-être passés à autre chose, ils auront trouvé quelqu'un qui sera peut-être plus sympa que vous sur ce côté-là, ou qui aura un produit mieux que vous peut-être, qu'ils n'auraient même pas recherché si vous les aviez gardés dans votre nœud de contact. Du coup, le point absolument fondamental en fidélisation de clientèle, c'est la logique de garder le lien. C'est ce qui a marqué tout en bas de cette slide. Tout ce que vous pouvez imaginer qui va aller dans une logique de se dire je garde le lien. Je ne peux pas le faire avec tous mes clients, ce n'est pas possible, mais les clients que j'estime être des gens fidèles, il faut que je mette en place des actions pour garder le lien avec eux, que ce lien ne se rompe jamais en fait. Alors, les actions qu'on peut mettre en place, vous allez voir, je vais vous montrer des outils, un petit peu des règles d'or. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Dans tout ce que je vais vous montrer, surtout, ne vous dites pas qu'il faut faire tout ça, ce n'est pas du tout l'idée. Dites-vous, essayez de piquer là-dedans des trucs en vous disant, ça, moi, vu moi ce que je suis avec mon hôtel, ou moi je suis un guide d'accompagnateur de randonnée, donc ça, c'est pas possible pour moi, ou ça, non, ça m'intéresse pas. Par contre, ce truc-là, ouais, c'est un truc important à faire pour moi, etc., etc. Essayez plutôt de rester toujours dans cette logique-là. Mais dites-vous une chose, c'est que si vous estimez, si vous avez analysé au départ que les gens, votre clientèle fidèle, était une clientèle qui était potentiellement importante pour vous, vous devez être obnubilé par le garder le lien. Naturellement, ça ne se fera pas. Et au contraire, naturellement, ça se délitera petit à petit si vous ne faites rien. C'est un petit peu comme un amour, en fait. C'est ça, en fait. La communication avec les clients fidèles, c'est comme l'amour. En fait, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc, en fait, il n'y a pas de client fidèle, il n'y a que des preuves que tu es vraiment un client fidèle pour moi. Sinon, il y a peu de chances que tu le restes longtemps.
Alors, sur les clients fidèles, on va pouvoir, et vous allez voir, on va envoyer globalement 3 types de messages aux clientèles fidèles. Les messages qu'on peut activer sur les clientèles fidèles, on a les premiers messages qu'on appelle les messages de type émotionnel. Type émotionnel, c'est très souvent un visuel très fort, très souvent de l'humain, et c'est tout. Ensuite, on a des messages qu'on appelle des messages de type rationnel. Message rationnel, on en a parlé tout à l'heure, c'est ce que j'ai mis en place pour la sécurité sanitaire. C'est des raisons très objectives que je te donne ou de valeur ajoutée pour toi à cliquer là-dessus pour aller voir le produit que j'ai monté parce que je suis sûr que toi, ça va te plaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des messages de type rationnel. C'est des messages qu'on utilise beaucoup dans la communication commerciale. Puis on a les messages de type relationnel. Les messages relationnels, c'est des messages qui vont avoir comme objectif le travail sur le partage, l'engagement, la personnalisation de la relation. Alors, je vais vous montrer des exemples, ça vous semblera un petit peu moins ésotérique. Vous allez voir, avec les exemples, ça va vous parler instantanément. Il y a juste une règle que j'ai affichée en bas, c'est qu'on ne mélange pas les messages. On ne mélange pas les types de messages. Donc, en gros, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire que si j'envoie un message à quelqu'un pour lui faire part d'un message émotionnel, par exemple, c'est-à-dire juste pour lui dire que c'est dommage qu'il ne soit pas là parce qu'il se passe un truc génial et que j'avais envie de le partager avec lui, point. Si j'envoie ça comme message, eh bien, j'envoie ça comme message. C'est tout. J'en profite pas pour caler derrière les nouveaux tarifs de l'année, le produit que j'ai imaginé, etc. Si je veux faire ça, je fais un message pour ça. Oui, je fais un message pour dire que qu'il y a un nouveau produit et que le nouveau produit, c'est le séjour de 5 jours, par exemple, uniquement dans le gîte, parce que le gîte reste 2 jours fermé dès que quelqu'un s'en va pour des raisons sanitaires, par exemple, et que donc c'est un nouveau produit. Et je fais un message pour ça. Et toute l'efficacité de la communication vers les clientèles fidèles, c'est plutôt de multiplier les messages sur une année, avec chaque fois un message plutôt de type émotionnel, ou plutôt de type rationnel, ou plutôt de type relationnel, et de ne jamais mélanger les messages les uns avec les autres. C'est des bases évidentes de communication qui s'exacerbent d'autant plus quand on se met à parler à des gens qui nous connaissent très bien et qui attendent de notre part un autre type de relation. Vous savez, le hors crise, le coup classique que j'ai vu dans plein d'entreprises, c'est qu'est-ce que je pourrais vous donner? C'est les vœux, j'envoie les vœux. Vous savez, il y a beaucoup de gens, vous avez votre fichier client et vous envoyez les vœux, la bonne année, quoi. Super. Bonne année, aucun souci, c'est un message purement de type relationnel, je suis dans la relation avec toi, c'est tout, je te connais depuis longtemps, je te souhaite la bonne année depuis mon hôtel ou depuis ma base nautique, bonne année, etc. Et puis très souvent, collé derrière, il y a la bonne année du propriétaire de gîte et puis il y a le contrat de location potentiel pour l'été, vous voyez, ce genre de truc-là, avec la plaquette des tarifs, ce qui est un message par contre totalement rationnel à ce moment-là. Et quand on fait ça, on plante l'opération de communication. Alors que la même opération de communication réalisée en 2 temps aurait été très efficace. Dans un premier temps, le 10 janvier, j'envoie mes vœux. Et dans un deuxième temps, le 5 février, j'envoie un message rationnel. Quand j'envoie ce message rationnel à ce moment-là, il a d'autant plus de chances d'être ouvert qu'il aura été précédé 3 semaines avant d'un message relationnel. Je suis resté dans l'esprit de la personne, dont les taux d'ouverture des emails augmentent, etc., etc. C'est ça, en fait, la logique de mixer les types de messages, mais de ne pas les mélanger. Et c'est ultra important sur les clientèles fidèles qui attendent de votre part des témoignages, en fait, de connaissance, de reconnaissance, d'attention, etc., etc. Je vous ai mis quoi comme type de message? Un prestataire d'activité, voilà, message tout simple, envoyé par mail. Nouvelle voile testée pendant le confinement pour mieux voler en biplace avec vous d'ici peu, j'espère. Prenez soin de vous, Loïc, l'air du temps. Ça, c'est un message purement émotionnel. Belle photo, le mec, il n'y a pas besoin d'en faire à des caisses. Je l'envoie qu'à des gens qui me connaissent très bien. Je leur parle à eux et j'essaie de déclencher chez eux une certaine émotion, c'est tout.
Un autre type de message que j'ai vu là, je vous mets des trucs que j'ai vus ces derniers temps passés, ou que j'ai reçus. Là, on est sur un message totalement rationnel. Je vous disais tout à l'heure, actuellement, moi, je croise des entreprises qui ont mis en place tout un tas de process pour rester ouvertes. Et puis, il y en a d'autres qui ont pris des décisions de fermer. D'ailleurs, la première position n'est pas plus noble que la seconde. D'ailleurs, c'est juste ce qui est intéressant, c'est d'y avoir réfléchi et d'avoir pris la bonne décision pour ne pas couler sa boîte, quoi. Il y a actuellement des boîtes qui ont tout intérêt à ne pas ouvrir. Il y en a d'autres qui peuvent ouvrir. En tout cas, quelle que soit la décision que l'on prenne, ce qui est très important quand on veut parler à des clients fidèles, c'est de le leur dire. C'est ultra important de le leur dire, quoi. Le restaurant, il est ouvert ou il n'est pas ouvert. Et je vous explique pourquoi. Bon, le restaurant, actuellement, c'est simple, le pourquoi il n'est pas ouvert. Mais là, vous avez, par exemple, c'est les Rochers de Maguelone à côté de Montpellier. C'est très intéressant et très important de faire ce genre de communication-là. C'est des messages extrêmement rationnels, bien sûr. On n'est pas dans l'émotion, on n'est pas dans la séduction, on n'est pas dans ça, là. C'est pas ça. Mais je te dis quelque chose, et c'est quelque chose qui est très important pour toi et qui est très important pour moi également. Je suis assez sidéré de me balader sur beaucoup de sites internet actuellement de professionnels et de ne même pas voir sur le site internet s'il se passe un truc, un pas particulier ou pas en ce moment par rapport à la crise, quoi. Hein, je suis désolé de vous le dire, mais il y en a quand même beaucoup. On a l'impression qu'il ne se passe rien, quoi. Ou on ne sait pas, ce qui est encore pire. Ou du coup, ça angoisse. Mais, du coup, voilà, c'est ça des messages rationnels. Vous avez un autre type de message rationnel là, que j'ai reçu par mail, c'est un camping, qui me dit, ben voilà, en gros, je vous passe tout le message, mais bon, mais voilà, vous êtes un client important pour nous. Il se passe un truc là, vous le savez. Voilà, alors pour les séjours qui sont prévus en juin, en septembre, voilà qu'est-ce qui se passe. Et puis on a une proposition à vous faire très particulière pour vous, c'est que si vous avez prévu un séjour, on vous propose de vous le décaler à Toussaint, on va rester ouvert à Toussaint, on va mettre en place le parc aquatique à Toussaint, etc. etc. Je ne dis pas que c'est bien ou pas de faire ça, je vous montre juste des exemples qui sont des exemples de messages de type complètement rationnel. Ça ne veut pas dire que ce camping n'envoie que ce type de message à ses clients. Il envoie aussi des messages d'ailleurs très émotionnels, mais c'est ce mix qui est intéressant. Sur la question des messages, pardon Vivien, je te coupe. Vas-y. Il y a Véronique de la conserverie Azaïs Polito qui se disait justement quel type de message adresser aux clients qui aujourd'hui essaient de s'inscrire pour faire la visite de la conserverie. Essayer de s'inscrire, pardon ? Pour la visite de la conserverie, aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire la visite. Et donc, ces gens qui essaient de s'inscrire, quel type de message leur diffuser? Ben, s'ils essaient de s'inscrire, c'est qu'ils n'ont même pas l'info de savoir que c'est fermé. Si la conserverie est fermée, je ne sais pas, je ne sais pas quelle est votre situation. Si la conserverie est fermée, la première communication à faire, c'est déjà une communication pas du tout sur les clientèles fidèles, hein. C'est une communication complètement libre, notamment sur votre site internet, sur votre fiche Google My Business, sur vos outils d'avis en ligne, si vous avez des fiches d'avis en ligne, pour signifier que vous êtes fermé et expliquer pourquoi vous êtes fermé. Alors, a priori, elle n'est pas fermée. Elle nous précise que la conserverie n'est pas d'accord. Fermée. Bon, ça, sinon, c'est vraiment la première communication à faire. Et après, du coup, si ce n'est pas fermé, pourquoi les gens ne peuvent pas réserver? Si je n'ai pas compris le… alors, c'est certainement pour les protocoles d'accueil, en fait, hein, j'imagine. Nous appelle pour s'inscrire. Ouais, il doit y avoir une limitation sur les capacités d'accueil. Enfin, après, aujourd'hui, ça serait possible de reprendre en limitant à 10 personnes les groupes, je pense. Oui, c'est en tout cas ce qu'on a actuellement comme directive. Et Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup des directives honnêtes. Donc, oui. Les groupes de 10 personnes max. Bah, c'est sûr que si vous avez un groupe, un groupe de 50 qui veut venir ou des Belges qui veulent venir, il faut clairement leur dire que ce n'est pas possible de venir, quoi. Et c'est un message extrêmement rationnel avec des faits, en fait, quoi. Voilà, c'est tout. C'est ça, on est vraiment dans la communication que tu détaillais tout à l'heure, peut-être la communication plus institutionnelle, enfin la communication de crise, en fait, en disant voilà ce que nous avons voilà ce qu'on vit aujourd'hui et voilà ce que nous avons mis en place pour essayer de vous accueillir encore. Oui, absolument. C'est être extrêmement net, en tout cas, surtout sur ces choses-là. Vous savez,
c'est très flou en ce moment. Hein. Tout est flou d'ailleurs. Vous, en tant que professionnel, vous le savez. On a parlé des protocoles sanitaires, par exemple, là, tout à l'heure. Mais les protocoles sanitaires, il n'y en a aucun qui est posé. Hein. Non, ça. C'est flou. Tout est flou. On sait qu'il faut travailler ces trucs-là. On sait qu'il va... Mais c'est flou. Les dates d'ouverture, vous prenez vous croisez des mecs dans des visios comme ça, vous leur dites ils ont le droit d'ouvrir les chambres d'hôtes, ils n'ont pas le droit. Vous en avez la moitié qui vous disent ils ont le droit, la moitié qui n'ont pas le droit. Mais on pourra, après le 11 septembre, on pourra accueillir des groupes de plus de 12, de 15. Ah, vous avez la moitié qui dit c'est ultra flou. Donc, et pour les clients, c'est extrêmement flou aussi. Donc, ne rajoutez pas du flou au flou. Tant pis, prenez une position et puis communiquez-la, etc. Mais par contre, si à la conciergerie, vous avez des clients fidèles, c'est-à-dire vous avez des gens, donc vous savez que c'est des gens qui viennent, qui reviennent, ou qui vous envoient du monde, qui font des choses comme ça, ces gens-là, ils méritent une communication très particulière de votre part. Voilà, c'est ça que je veux dire. Eux, ils méritent de recevoir des messages de votre part qui va leur expliquer, par exemple, pourquoi il ne faut surtout pas leur envoyer des groupes en ce moment. C'est ça qui est important pour ces clientèles-là. Je parle là vraiment de la tranche de la clientèle fidèle. Et c'est là où on croise les doigts pour que Véronique ait un fichier client. J'espère qu'elle a un fichier client. Ah oui, là, il vaut mieux, oui. Sinon, c'est ce que je vous disais en préalable. Le dernier type de message dont je voulais vous parler, c'est ce genre de message-là. C'est du message, c'est du relationnel pur. Là, vous avez un couple, par exemple, qui tient un petit hôtel-restaurant. Et ils n'ont pas envoyé ce message à toute leur base de données. Ils ont envoyé ce message à des gens dans leur base de données qu'ils ont identifiés. En gros, si vous voulez, ils n'ont pas envoyé ce message aux Polonais qui étaient de passage une fois dans leur établissement en avril 2018 quoi, et qui n'est plus jamais revenu. C'est une vraie opération ciblée sur de la clientèle fidèle. Et il n'y a rien, si vous prenez le temps de lire ce message, vous verrez qu'il n'y a bien sûr, il n'y a rien d'un point de vue très rationnel, d'offres, de choses comme ça. On est dans une communication purement rationnelle. Mais on garde toujours en tête que ce n'est pas dénué d'intérêt commercialement parlant. En faisant ce genre d'opération de communication, la prochaine fois que cet hôtel-restaurant va envoyer un message à ces mêmes personnes pour leur proposer quelque chose, imaginez par exemple que le déconfinement il soit situé dans une zone où le déconfinement soit vert pour eux, qu'ils aient un bassin de clientèle proche important et qu'ils montent une offre très particulière pour les locaux. Comme vous avez travaillé hier avec Mathieu, par exemple. Eh bien, ce couple-là, cet hôtel-restaurant, s'ils se mettent à envoyer ces messages-là sur ces offres-là à leur base de clients, tous les clients qui 3 semaines avant auront reçu ce genre de message-là ne seront pas dans le même état d'esprit pour recevoir l'offre à ce moment-là. C'est tout le travail extrêmement fin et minutieux à faire sur sa clientèle fidèle, mais qui par contre est extrêmement rentable, parce que quand on arrive à garder le lien avec une clientèle fidèle, c'est extrêmement rentable. C'est soit, je vous rappelle, avec de la fidélisation directe, je reviens, soit avec de la fidélisation indirecte, où là, ils m'ont fait passer ce truc, c'est génial, je les connais, je vais le prendre, ce truc, et je vais l'envoyer à mes potes, à ma mère, à mon frère, à ma sœur, etc. etc. Ça, c'est de la fidélisation indirecte qu'on travaille. Et quand vous avez ce couple qui fait ça, c'est certainement parce qu'au fond, il véhicule, vous voyez ce que j'évoquais tout à l'heure dans la communication institutionnelle, ils sont là-dedans, ils véhiculent des choses, ils véhiculent des valeurs, ils véhiculent des engagements. Vous vous dites que ces gens-là, ils ne font pas ça pour faire du pognon avec un hôtel, quoi. Ils ont certaines choses. Donc, ils vous engagent aussi à ça. Et ils créent du lien. Ils créent un lien très fort avec leur clientèle. Donc, on est dans ces logiques-là. On est dans des logiques, vous voyez, où on va plutôt multiplier les messages sur des périodes données avec une variante assez forte selon qu'on a les dates de séjour des gens connus et selon qu'on n'a pas de consommation. Hein, quand vous savez que des gens viennent chez vous dans votre caveau à telle date parce qu'ils ont réservé. Ou... À partir du moment où on a une date, on peut engager des opérations de communication avec ces clientèles-là juste avant, un peu après, etc. Quand on n'a pas de date, on est plutôt dans un mix de messages continus tout au long de l'année. Et dans le tourisme, on essaie plutôt de donner la part belle quand même aux messages de type émotionnel. Tout simplement parce que dans le tourisme, on ne vend pas des plaquettes de freins de bagnole, si vous voulez.
Sinon, on ferait du très rationnel tout le temps. Mais le tourisme, c'est bien d'autres choses. Donc, on a besoin, et les clientèles ont besoin de recevoir ces messages très émotionnels. Pour finir, les canaux qu'on peut utiliser. Alors, avec les clientèles fidèles, alors je vous ai barré certaines choses là sur cette slide. Vous voyez, je vous ai barré le site internet, je vous ai barré les sites d'avis, je vous ai barré Facebook, etc. En fait, dans mon idée, quand je barre des choses comme ça, c'est surtout pas pour dire que c'est pas important. Pas du tout, pas du tout. Actuellement, une entreprise qui a une bonne communauté sur Facebook a tout intérêt à travailler ce canal de manière fine. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que je me focalise sur les clientèles fidèles. Ces gens-là, si j'ai bien mis dans le titre les outils à privilégier. Privilégier, ça veut dire que si jamais j'ai des choix à faire finalement, et que mes clients fidèles, c'est important pour mon activité, j'ai tout intérêt à privilégier des outils de type courrier, coup de téléphone, SMS, etc., plutôt que d'écrire une page sur mon site web pour les clients fidèles. La clientèle fidèle va beaucoup plus être sensible et réceptive à tout ce qui va être contact direct. Du coup, les canaux qui sortent, bah, vous les avez, hein, vous avez le téléphone, hein, le bon vieux téléphone à papy, qui revient en force actuellement, le courrier, je vais en parler, et puis après des outils de type SMS, emailing, les messageries instantanées de type Messenger, WhatsApp, etc., qui sont également des outils qu'on peut utiliser. Je regarde l'heure. Ouais, ça va. Le téléphone, alors le téléphone, je connais, en ce moment, j'anime beaucoup de webinaires, hein, forcément. Hein. J'ai eu une dame qui est propriétaire d'un gîte dans les Pyrénées, non, les Hautes Alpes-Maritimes, excusez-moi, je mélange tous les trucs, les Alpes-Maritimes. Cette dame, en webinaire, a expliqué à tout le monde qu'elle avait passé à peu près 350 coups de fil à ses clients. Donc, elle s'est dit, voilà, je prends mon téléphone et toute la journée, j'appelle mes clients. Et j'appelle mes clients pour leur demander si ça va bien, etc. etc. Alors, oui, elle a un fichier client. Hein. Elle a un fichier client, mais elle a un fichier client à l'ancienne. C'est une dame un peu ancienne, elle n'a pas des emails, tout ça, elle a les numéros de téléphone. Elle a les portables, les trucs comme ça. Et ben, elle s'est dit, tous les jours, je prends, tous les jours, j'en appelle 20, 25, 20, 25, 20, 25. Et voilà, elle fait ça. Elle ne vend rien. Hein. Elle est dans une démarche purement relationnelle de dire aux gens, j'espère que vous allez bien. Et je viens de m'apercevoir que souvent, vous étiez chez moi plutôt à ce moment-là. J'espère que vous préférez y être en ce moment, etc. Et elle fait juste ça. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire ça. Je vous dis juste que le téléphone, lorsqu'on est sur de la clientèle fidèle, c'est un outil qui peut vraiment se réfléchir et éventuellement s'activer sur son fichier client lorsqu'on a des personnes, je vous évoquais tout à l'heure dans un fichier client, des personnes identifiées un petit peu VIP, vous savez, des gens importants. Moi, je travaille beaucoup avec des campings, c'est pas rare dans un fichier client de camping d'avoir des gens qui sont vraiment étoilés, si vous voulez. Enfin, étoilés, vous savez, ils sont marqués, soit parce que c'est des clients qui viennent depuis longtemps, soit parce que c'est des clients qui ont des taux de dépenses très forts quand ils sont en séjour. Enfin, il peut y avoir 1000 raisons qui font que ces gens-là, ils sont importants pour la structure. Et ces gens-là, souvent, ils méritent un coup de fil, quoi. Et toujours dans cet esprit-là. Hein. Ce n'est pas un coup de fil pour vendre un nouveau forfait de téléphone ou une cuisine. Hein. C'est un coup de fil qui est dans du message, vraiment du message relationnel. Les restaurateurs aussi, je connais quelques restaurateurs de Montpellier qui font ça actuellement. Par exemple, pour proposer un nouveau service à leurs clients, vous voyez l'exemple que je vous ai mis là. Alors, on peut utiliser le téléphone. On peut utiliser également des outils de type messagerie instantanée comme Messenger ou comme WhatsApp aussi. WhatsApp, je vous le signale parce que c'est quand même… alors déjà parce qu'il y a une version professionnelle qui est en train de se déployer petit à petit, même si elle n'est pas en version encore complètement optimisée dans notre pays. C'est le Brésil qui a eu la première version optimisée de WhatsApp, je ne sais pas pourquoi. C'est une version business de WhatsApp qui permet à n'importe quel professionnel d'avoir un compte vérifié, une présence pro sur WhatsApp. Mais au-delà de ça, si je reste dans la communication
avec mes clientèles fidèles. Si vous avez un fichier client, vous voyez que vous avez beaucoup de clients qui ont des numéros en 06, donc vous avez beaucoup de numéros mobiles. Et pour vous donner une idée, actuellement, dans les bases clients, les numéros mobiles, c'est à peu près 3/4 des numéros de téléphone qu'on récupère, quand on récupère des numéros de téléphone. Eh bien, on peut tout à fait se mettre à contacter les gens sur WhatsApp. On a de forts taux de réponse en face. Si en plus dans votre base de clients, vous avez les âges, ben vous pouvez aussi trier par âge. Vous pouvez trier tous les gens dont vous avez un 06, tous les gens qui ont moins de 35 ans, par exemple, si vous les avez dans votre base. Ça peut complètement valoir le coup de leur envoyer des messages par WhatsApp. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, vous pouvez envoyer des messages très enrichis avec une petite vidéo de vous, par exemple, ou une super photo pour faire de l'émotionnel à fond. C'est un canal intéressant, WhatsApp. Je vous avais mis. Oui, voilà, vous avez ça, c'est un hôtelier. Par exemple, vous avez des professionnels qui commencent à le mettre en avant carrément sur leur mode de contact en disant vous pouvez nous contacter par mail, par téléphone, par WhatsApp, etc. WhatsApp, c'est 15 millions d'utilisateurs avant la crise là, en France. C'est un des outils de communication les plus utilisés actuellement dans notre pays. Donc, on va se retrouver sans doute avec peut-être 20 ou 25 millions d'utilisateurs de WhatsApp après cette crise. Donc, ça devient un outil, si vous voulez, de communication totalement banal, à réfléchir du coup. Je regarde le timing pour ne pas dépasser. Juste le papier, dans ce qu'on appelle le publipostage pour les plus anciens de cette salle. Le publipostage, ne ris pas Nicolas, non Nicolas est très jeune, hein, donc forcément. Dans le papier, super outil de relationnel, super outil de marketing direct, le papier. Bien sûr, gros inconvénient du papier, c'est que ça coûte une blinde, que c'est très compliqué à faire. Ça a plein d'inconvénients. Par contre, ça a un énorme avantage, c'est la marque de considération que ça induit chez la personne qui le reçoit. En fait. Du coup, sur les clientèles fidèles, il y a de vraies réflexions à se poser sur est-ce que ça vaut le coup ou pas que j'écrive à un client. Imaginez un client qui est très important pour vous et qui reçoit un courrier de votre part, simplement pour faire du relationnel d'ailleurs souvent, hein, en espérant que ça va bien, etc. En gros, le message que vous avez vu tout à l'heure et qui peut être fait par courrier. Je vous ai mis une illustration, là ce que vous voyez à droite, là c'est les fabricants de bagnoles Mercedes qui envoient ça à leurs clients les plus fidèles et qui doivent acheter des voitures chères. Donc juste pour vous donner une idée, le courrier qui part, l'enveloppe est en cuir et la lettre à l'intérieur, elle est en alu gravé. Si vous voulez, c'est la marque de considération ultime qu'on peut faire à un client. C'est globalement, je sous-entends que j'envoie des mails à tout le monde, mais toi, je ne t'envoie pas de mail, quoi. Toi, je t'envoie quelque chose, ce que je t'envoie, ce n'est pas pareil. Et ça, c'est de la marque de considération. Alors, il y a des règles quand on veut réussir une opération de publipostage. La règle la plus importante, c'est ce qu'on appelle la règle de l'enveloppe. Il ne faut surtout pas utiliser une enveloppe qui fasse sécu ou administratif. Donc, on va chercher des enveloppes originales, forcément. Des enveloppes avec des logos. Là, c'est un service que propose Google, par exemple, pour vous faire imprimer des enveloppes. Après, vous les pliez, vous les collez, ça fait une enveloppe. Vous rentrez votre adresse, l'adresse du destinataire. Ça fait une carte, ça trace l'itinéraire. Et vous pouvez le mettre au courrier. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire ça et qu'il faut acheter ces trucs-là à Google, c'est juste pour vous donner des idées de ce qui fait à la sortie qu'une personne qui reçoit le courrier, elle fout directement à la poubelle ou elle le regarde et elle l'ouvre. La problématique de l'enveloppe, c'est très important. Oui, Jean-François, une remarque ? Une petite question, une remarque, c'est sur, on voit bien qu'il y a là un curseur de coût qui peut aller du simple au quintuple. Et donc, peut-être inviter aussi à observer le ratio investissement-retour sur investissement. Et par rapport, évidemment, à la qualité de son produit. Et je pense que tout le monde l'entend ici, mais juste, je le précise. Bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça qu'à un moment tout à l'heure, je disais vraiment tout ce que je vous montre là, selon qui vous êtes, ce que vous êtes, quel est votre volume de clientèle, etc. C'est jouable ou c'est pas jouable. Moi, je connais des professionnels, ils font encore du courrier pour que ça marche le mieux. Vous savez, ce qui se fait qu'une enveloppe est le plus ouverte par les gens, c'est que l'adresse soit écrite à la main dessus.
Quand vous envoyez un courrier commercial à quelqu'un, si vous avez écrit à la main dessus, Nicolas Chevalier, vous voyez, la probabilité que ce soit ouvert, c'est monstrueux. Le problème, bien évidemment, Jean-François, c'est que si tu es un guide accompagnateur de montagne et que tu as un fichier client avec 300 clients dedans et que tu en as 30 ou 35 qui sont fidèles, tu peux peut-être faire cet investissement-là à un moment donné. Si tu es un hôtelier de Montpellier, tu as un fichier client avec 45 000 personnes à l'intérieur et tu te dis une opération de publipostage, il faudrait que je la fasse au moins sur 4 000 personnes. Déjà, tu ne vas pas passer ton temps à écrire 4 000 adresses sur des enveloppes, et puis 4 000 enveloppes, 4 000 timbres, 4 000, etc. etc. Et très souvent, ça ne vaut pas forcément le coup. Mais il y a peut-être des outils, notamment, je pense à la carte postale. Petite astuce. Une carte postale, c'est sympa. Et il y a des outils qui permettent de la fabriquer, je crois, directement, enfin avec la poste, il me semble. Voilà, c'est ça. Je voulais vous en parler juste après. C'est ce genre d'outils. Pardon. Voilà, c'est ce genre d'outils, effectivement. C'est de réfléchir à des outils pour optimiser un petit peu le truc. Donc là, vous avez effectivement un outil qui est proposé par un prestataire et qui vous dit, voilà, à partir du moment où j'ai votre fichier client avec des dates d'anniversaire, je peux envoyer automatiquement des cartes comme ça à des coûts. Bon, bref, je ne vais pas faire des heures sur le publipostage, mais c'est un outil, franchement, quand on parle des clientèles fidèles, le papier, retenez ça en fait, c'est une marque de reconnaissance. Voilà. Donc ça s'emploie pour ça en fait. C'est-à-dire mon objectif en t'envoyant ce courrier, c'est que je veux que tu ressentes que pour moi, tu n'es pas comme les autres. Voilà. Et je peux le faire de différentes formes. Bon, après, vous avez le SMS, bien évidemment. Je ne vais rien vous apprendre avec le SMS. C'est actuellement l'outil de marketing direct le plus puissant parce que c'est les taux d'ouverture les plus élevés. Hein. Vous voyez, les taux de lecture des SMS, c'est en gros 95%. Hein. C'est très rare qu'une personne reçoive un SMS et qu'elle ne le lise pas. Hein. Très, très rare encore. Et du coup, les SMS, ça peut se travailler, bien évidemment, sur ces clientèles fidèles. Actuellement, on peut tout à fait, à partir du moment où on a sa base de données, vous voyez, il y a beaucoup de professionnels actuellement, notamment des campings, qui pensent à privatiser leurs espaces communs de type les piscines couvertes, les espaces de bien-être, spa, hammam, etc. On peut tout à fait faire passer des messages à de la clientèle fidèle en leur disant, voilà, on a un nouveau produit, c'est l'espace privatif sauna. Vous pouvez y accéder le week-end, appelez-moi pour avoir un créneau. Voilà, c'est ce genre de communication, utilisation SMS. Nico, tu récupéreras le support après? Tu pourras le faire passer à tout le monde ou pas? Oui, exactement. Ouais, c'est prévu. Le support et le replay sera fourni à tout le monde après. D'accord, ok. Donc, ça me permet d'aller un peu plus vite sur certaines choses, notamment ça, les règles d'or du SMS. Donc, si jamais vous voulez vous lancer dans des SMS, il y a quelques règles quand même à respecter quand on fait de l'envoi SMS. Quelques règles dans la construction du message et dans les mentions légales à rajouter dans le message. Et puis, retenez aussi une chose, c'est que ne faites pas de l'envoi de SMS avec votre mobile et avec vos pouces, quoi. Déjà, vous risquez la tendinite et puis ça ne va pas le faire. Hein. Ce n'est pas fait pour ça, votre forfait. Il y a des outils qui existent, des professionnels. C'est des outils qui sont payants en général, mais qui restent sur des coûts tout à fait raisonnables. Complètement lié au volume en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Plus vous allez sur des prestataires comme lui là ou ces prestataires-là, plus vous avez des coûts qui évoluent en fonction du volume de SMS que vous préachetez, mais au moins ça vous permet de relier votre base de données à un outil d'envoi de SMS et à automatiser énormément de process. En fait. Le SMS est très 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 puissant hein, actuellement. Et toujours pareil, selon votre activité, selon ce que vous êtes, ça peut vraiment avoir un intérêt très très fort. Hein. C'est intéressant à travailler avec les clientèles fidèles aussi, le SMS, pour une raison assez forte, c'est que autant en marketing traditionnel, le SMS, c'est à manier avec précaution. Marketing traditionnel, pour moi, c'est envoyer des messages à des gens. Envoyer un message à des gens qui ne me connaissent pas forcément et envoyer des messages à des gens qui sont des clients fidèles, ce n'est pas du tout la même chose. Le SMS, c'est un média qui est ressenti par les gens comme quelque chose de très personnel. Vous rentrez vraiment dans leur intimité en leur envoyant un SMS. Du coup, c'est pour ça que ça se manie avec beaucoup de précautions sur des clientèles lambda. C'est pour ça qu'on déconseille très souvent, par exemple, de louer des fichiers avec des numéros de mobile pour envoyer des SMS. Voilà, et envoyer des SMS à des mecs qui ne savent même pas qui vous êtes. Par contre, sur la clientèle fidèle, c'est très intéressant de travailler le SMS.
Et puis le dernier outil, bien sûr, hein, je finirai avec ça, que vous pouvez utiliser, ben, c'est le mail. Le mail qui reste quand même un outil très puissant. Le problème de l'emailing, c'est que c'est très puissant à condition que ce soit très bien fait. Ça tolère assez peu la médiocrité et l'amateurisme, le mail. Et puis il y a des problèmes forcément avec le mail. Quand vous envoyez des emails, quand vous commencez à avoir des taux d'ouverture à 15%, c'est pas mal, à 20%, c'est bien, à 25%, c'est extraordinaire. Enfin, bon. Et plus vous aurez des chiffres comme ça, d'ailleurs, plus ça voudra dire que vous avez un vrai travail de fond sur votre base de données. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais globalement, il y a quand même 10 à 15% des mails qu'on envoie qui n'arrivent jamais aux gens parce que ça passe même pas les filtres anti-spam. Et puis, retenez ce chiffre-là, vous avez 60% des mails que vous envoyez qui sont automatiquement foutus à la poubelle par les gens alors qu'ils n'ont même pas ouvert le mail. Rien qu'en lisant qui c'est qui me l'a envoyé, ça va parler de quoi. Donc, l'expéditeur et l'objet. C'est quasiment les deux choses les plus importantes à réfléchir quand on fait un envoi d'emailing. C'est je mets quoi comme expéditeur et je mets quoi comme objet. Retenez ça, hein, 60% qui partent à la corbeille là-dessus. Oui, Jean-François, une remarque? J'ai une petite remarque. Nous avons considéré qu'il s'agissait de continuer à parler à nos prospects et dès le début de la crise. On n'a jamais interrompu, on a juste modifié complètement nos contenus éditoriaux, vous en doutez. Et on a travaillé sur des désirabilités de type voilà, c'est beau le Haut-Languedoc, c'est magique d'être le long du canal du Midi. Et on était inquiets, on se posait la question de quel serait le retour. Eh bien, on a été scotché parce que on n'a jamais eu d'aussi bons résultats, même avant, on était plutôt bien placé avant. On est monté à des performances de plus de 60% de taux d'ouverture. Et on n'est jamais descendu en deçà des 45%. Voilà, on est entre 45, 50 et 60% de taux d'ouverture dans un contexte un peu dont on pouvait se dire qu'est-ce qui va se passer. Ce que je veux dire simplement, c'est que en fait, il me semble que la façon dont on parle, ce que l'on va dire, la façon dont on se situe, les contenus qui vont être structurés sont essentiels. Il y a l'objet et puis il y a ce qu'il contient. Et ce qu'il contient est à réinventer. Mais je dois dire que l'équipe a travaillé chaque e-news peut-être 3 fois à 4 fois plus que ce qu'elle travaillait les e-news d'avant. Tellement on marchait sur des œufs. Ouais, ça ne m'étonne pas. Après, quand on a des chiffres aussi élevés, c'est aussi complètement symptomatique d'une grande qualité de la base de données et certainement un travail de très très longue haleine sur la base de données. Après, pour modérer tes chiffres, Jean-François, malheureusement, sache qu'actuellement, les campagnes d'emailing ont des bons taux d'ouverture. En fait, les taux d'ouverture ont bondi avec le confinement, sans doute parce que les cibles sont un petit peu plus réceptives aux messages. Et il y a moins de messages aussi qui sont envoyés. C'est un phénomène que moi, par exemple, avec mon cabinet, je vois également sur les enquêtes qu'on fait. On fait beaucoup d'enquêtes sur des clients et on a beaucoup plus de réponses actuellement qu'en temps normal. Donc, c'est évident. Il y a certainement plus de temps de cerveau pour ça, je ne sais pas. Mais c'est des envies de rêve. Ou des envies de rêve, c'est-à-dire d'avoir plus d'une seule fenêtre à son confinement. Oui, peut-être. Enfin, moi, quand je leur envoie des enquêtes de clientèle, je ne les fais pas trop rêver. Hein, mais bon. Alors, si tu es en photo dessus, peut-être que si, moi je ne sais pas. Ah non. Ah bon. Donc, pour finir là-dessus, juste sur l'emailing, j'insisterai juste sur un point qui est très important pour vous, là, si vous êtes des professionnels, c'est l'importance de la landing page, dans la page d'atterrissage. Très souvent, même quand vous faites de la communication commerciale, c'est-à-dire quand vous faites un emailing qui va finalement pousser un service, une offre, souvent on passe beaucoup de temps sur l'email. Il est ultra majeur, bien sûr, de réfléchir énormément où ça va arriver le clic d'après, en fait. C'est-à-dire, OK, tu es un client fidèle, OK, je te fais un message, très bien. C'est un truc qui est vraiment pour toi, ça va t'intéresser. Tu vas cliquer dedans et le clic d'après, c'est quoi? Et le clic d'après, il ne faut pas que ce soit la page d'accueil du site web, il ne faut pas que ce soit n'importe quoi, il faut que ce soit vraiment une page d'atterrissage vraiment étudiée. J'insiste là-dessus parce que très souvent, on flingue totalement des opérations d'emailing, un travail de fond sur sa base de données depuis le départ, simplement parce qu'on se rate sur des détails comme ça. Bon, c'est un schéma que vous a montré Mathieu hier, c'est ce que je viens de vous dire.
Ouais, je vous ai mis quelques exemples que vous pourrez regarder. Le message que je vous ai montré tout à l'heure, là, vous vous souvenez, ce petit couple-là de l'hôtel-restaurant, c'est un email de ce type-là, hein, c'est envoyé avec MailChimp. Je finirai d'ailleurs avec ça sur l'emailing, juste si vous travaillez vos clientèles fidèles ou pas d'ailleurs. Si vous faites de l'emailing, utilisez un outil pour faire de l'emailing. On fait pas enfin, si vous voulez planter un clou, vous pouvez faire avec un tournevis. Hein, vous pouvez toujours. Hein, mais en fait, si vous prenez un marteau, ça va aller vachement mieux, hein, je peux vous dire. Et puis ça sera net et ça sera bien fait et vite. L'emailing, c'est pareil. On ne fait pas de l'emailing avec Gmail ou avec Outlook. Il y a des outils pour faire de l'emailing et on utilise ces outils-là. Voilà, je suis désolé, j'ai un petit peu dépassé le temps, Nicolas. On est très très bien, ne t'inquiète pas, c'est parfait. On peut peut-être justement se laisser 3-4 minutes s'il y a des questions. Ah ben oui, avec plaisir, bien sûr. Voilà, si tu as 2 minutes, s'il y a des questions qui remontent sur le fil de conversation, voilà, Olivier, on peut essayer d'y répondre avec plaisir. Et sinon, dans tous les cas, le replay et la présentation de ce dernier webinaire vous sera envoyé à tous par l'intermédiaire de vos offices de tourisme. Voilà. Donc là, c'était une... Merci, passionnant. Voilà, Corinne a été parfait. Voilà, donc effectivement, je vous disais que les contenus seront fournis par vos offices de tourisme. Après, c'est intéressant, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Il y a aussi d'autres éléments qui ont été mis en place, des formations sur des ateliers sur Google Mail, par exemple, on en a parlé hier. Enfin, voilà, il y a d'autres éléments qui peuvent essayer de vous accompagner pendant cette période. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à vous rapprocher d'eux, je pense. S'il n'y a pas vraiment de questions pour l'instant, il y en avait une là, tiens. Alors, il y a une question, pardon, que j'avais zappé qui était dans l'autre onglet questions et réponses. Un message par newsletter. Alors, on peut alterner combien de temps après entre une communication purement commerciale et une communication donc plus de type informative combien de newsletters tu la vois? Il n'y a pas de prix. Non, en gros, la question qui est posée, c'est Sabrina donc, qui pose la question. En gros, en combien de temps après on peut alterner du coup une communication type relationnelle, par exemple, avec quelque chose de très rationnel ou de très commercial, etc. Et combien on peut faire de... L'autre question qu'elle pose, c'est combien on peut faire de newsletters dans une année sans que les gens vous détestent. Donc, en gros, sans saturer les gens. Alors, en plus, je ne suis pas du tout normand, mais je suis obligé de vous faire une réponse de normand, Sabrina, parce qu'en fait, il n'y a pas de règle. On ne peut absolument pas dire oh là là, attention, au-delà d'un message par mois, ce n'est pas possible. Ou c'est 4 fois par an, etc. La seule règle qui vaut, c'est l'empirisme, c'est le faire, observer les taux d'ouverture, observer le taux de désabonnement, ajuster en permanence. Toutes les personnes qui font de l'emailing vous diront ça. Parce que personne n'a le même produit, personne n'a le même type de client, personne n'a la même structure de clientèle, donc les gens ne réagissent pas pareil en face. Après, on a quand même des règles dans le marketing. Par exemple, on m'a estimé dans une base de données que si une personne a reçu moins de 2 messages dans l'année de votre part, donc vous prenez votre base de données, j'y suis dedans par exemple, et quand vous regardez ma ligne dans la base de données, vous vous apercevez que l'année dernière, vous m'avez envoyé aucun message, par exemple. 0. Je suis quasi mort pour vous, quoi. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins 2 messages. Et 2 messages, c'est vraiment pas beaucoup. Après, tout est dans le mix qu'on arrive à faire. Et suivre les clics, les taux d'ouverture, les taux de désabonnement, etc. etc. Et c'est pour ça que je vous dis c'est de l'empirisme en fait. C'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'objet et l'expéditeur, c'est très important quand on fait un email. Très bien. Mais je mets quoi comme expéditeur? Je mets le nom de mon camping? Ou je mets Sabrina du camping machin? Il y en a qui vont vous dire ah oui, il vaut mieux mettre le prénom quand même, c'est plus proche des gens. Il y en a qui vont vous dire non, ça fait plus. En fait, il n'y a pas de règle. La règle, c'est de tenter une fois avec l'un, de tenter une fois avec l'autre, de regarder les taux d'ouverture et de s'apercevoir que vu les clients qu'on a, chaque fois qu'on met Sabrina dans l'expéditeur,
et ça ouvre plus, et bien à partir de ce moment-là, il n'y a pas de religion en la matière. La seule religion, c'est les chiffres, quoi. C'est pour ça que le marketing direct demande beaucoup d'indicateurs de suivi derrière. Avec l'emailing, on est habitué. Sachez que quand on fait des campagnes de SMS avec des professionnels du SMS, ils vous donnent exactement de la même manière derrière. Vous avez envoyé 120 SMS, combien il y en a qui ont été ouverts, combien il y en a qui ont été lus jusqu'au bout, donc glissés, vous savez, sur l'écran, combien il y en a qui ont appuyé sur un lien, combien il y en a qui ont appuyé sur stop parce que vous les gavez, etc. C'est très important en fait, d'avoir ces indicateurs-là parce qu'il n'y a pas de règle. Je ne peux pas vous dire, hop, il faut attendre 10 jours avant de renvoyer un message. Il faut tenter et on voit petit à petit. On a une autre question alors qui était venue dans le fil de conversation à laquelle j'avais essayé de répondre, mais c'était donc un logeur sur Ballaruc-les-Bains qui dit quel type de communication adopter quand on n'a pas de date d'ouverture de la cure thermale et qu'en plus de ça, il y a les clients qui viennent des 4 coins de l'Hexagone. On en était au moment où effectivement tu parlais du fait que si on n'a pas de date, on était plutôt dans une communication émotionnelle sur la slide où tu étais tout à l'heure. Donc je ne sais pas si tu as d'autres éléments que tu voulais préciser. Alors, sur ce type-là, par exemple, sur les curistes, là, il y a 2 options. Là, soit on est sur des clientèles fidèles. C'est monsieur, c'est une dame. Ah, c'est spectateur anonyme. Spectateur anonyme. Alors, non, tout à l'heure, c'est MCQI. Alors, je ne sais pas. D'accord. Oh, peu importe, c'est pas grave. Donc, moi, je dirais il y a 2 options là. Enfin, il y a 2 possibilités. Soit vous faites de la location saisonnière à Ballaruc-les-Bains, donc vous avez des touristes et des curistes certainement toute l'année quasiment. Si vous avez des gens fidèles, c'est-à-dire des gens qui reviennent, vous le savez, d'une année à l'autre, ça est très très souvent le cas avec les curistes. Ces gens-là, ils méritent une vraie communication de votre part. Et une vraie communication qui soit vraiment dans le relationnel pur, style le message que vous avez à l'écran à l'heure actuelle. Et finalement, rien d'autre. Tout le monde le sait que ce n'est pas possible de partir actuellement. Et après, tous les autres gens qui ne sont pas forcément des gens fidèles, moi, je ne travaillerai pas forcément de la communication sur eux là-dessus. Pour leur dire quoi exactement? Ça va leur apporter quoi? Essayez toujours rappelez-vous la slide que j'ai montrée, on communique que si vraiment on se dit que ce qu'on envoie, ça a une valeur ajoutée pour les gens qui le reçoivent, quoi. Sinon, il vaut mieux rien dire à la limite. La valeur ajoutée, ce sera peut-être qu'un jour, à un moment donné, on va bien vous dire qu'il y a des protocoles sanitaires qui viennent de sortir, qui sont ceux-là, que la station de Ballaruc pourra les mettre en place dans les cures, dans les centres thermales à partir de cette date-là. À partir du moment où vous aurez des informations de ce type-là, vous aurez vraiment quelque chose à dire, à vraie valeur ajoutée. Et à ce moment-là, oui, ça mérite de faire une communication peut-être plus large à des gens qui sont une fois venus chez vous, pas revenus, etc. Je le jouerai plutôt comme ça. C'est pour ça que la notion de clientèle fidèle, c'est particulier. Ça se travaille particulièrement. Vous pouvez avoir des gens qui viennent dans votre logement depuis peut-être 15 ans, tous les mois de mars. Ces gens-là, ils méritent une communication ultra particulière. Et grosse pensée pour Ballaruc. Il y avait Pierre qui était avec nous tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est toujours là. Mais effectivement, bon, je ne vois pas plus de questions remontées. Si c'est OK pour tout le monde, a priori, il n'y en a pas d'autres. On va en rester là. Donc, le replay, encore une fois, arrivera dans les… Ah, pensez-vous qu'une offre promotionnelle peut nous ramener des clients déjà venus? La question du prix, voilà, travailler le prix auprès de ses clientèles fidèles. Je n'ai pas vu, Nico, ça? Là, c'est Jean-François qui repose une question. C'est la question du prix sur les clientèles fidèles, en fait. Est-ce qu'une offre promotionnelle peut nous ramener des clients qui sont déjà venus? Fidéliser ses clients, avoir des tarifs préférentiels pour ses clients fidèles. Le prix… Alors, c'est simple. Le prix en marketing, c'est le truc qu'on touche quand on a tout essayé, quoi. C'est-à-dire, si vous en êtes à baisser votre prix pour que des gens viennent chez vous, c'est que vous avez tout essayé. C'est-à-dire, vous êtes au bout du rouleau, quoi. C'est ou le dernier des trucs, ou la solution de facilité qui, à terme, est très dangereuse, finalement.
C'est ça. Moi, je crois plus à des services, à des prestations supplémentaires. Enfin, pour Ouais, ma voilà. part, il me Alors, semble. dans le tourisme, on joue bien sûr beaucoup plus ça. Pourquoi? Parce que le prix, c'est le prix c'est le prix de quoi? Les clients, ils sont pas bêtes. Si je vous vends une bouteille de Perrier, vous savez ce que c'est une bouteille de Perrier? Si je vous en fais une à 2 euros et une à 4 euros, ben à part que vous soyez tous complètement neuneux, vous allez prendre celle à 2 euros. Je ne sais pas, Nico, si tu veux prendre celle à 4 ou non, prendre celle à 2. Oui. Non, je vais plutôt prendre celle-là de. Parce que c'est une bouteille de Perrier. On est d'accord. Comment on fait Perrier pour vous vendre la même bouteille 4 euros? Ben, ils vont rajouter des trucs autour de la bouteille. Des trucs qui ne vont pas leur coûter très très cher. Hein. Dans le tourisme, on a beaucoup plus la même logique, surtout avec les clientèles fidèles. Les clientèles fidèles, on essaie beaucoup plus de leur parler sur des choses, des attentions qu'on va faire, bien sûr, sur qui vont les toucher. Par exemple, Jean-François, vous dites, voilà, je voudrais bien que les gens qui sont satisfaits, ils reviennent. Moi, je vous dis, ben, oui, faites 50% de remise, il y en a qui reviendront, mais au bout d'un moment, vous n'aurez plus de solution. Vous avez tout intérêt, au contraire, à créer des offres, à imaginer des produits, à imaginer des services autour de votre produit. C'est ce qui marche dans le tourisme. C'est de répondre à la question fondamentale. Je ne sais pas quel est votre métier, hein, Jean-François. Mais qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, la réponse fondamentale, c'est pourquoi quelqu'un viendrait chez moi. Voilà. Pourquoi chez moi? Si la réponse c'est ben, parce que moi je suis un gîte 4 épis, c'est mauvaise réponse. Tout le monde s'en fout. Des gîtes 4 épis, vous tapez le pied d'un arbre, il y en a 300 qui tombent. Pourquoi chez vous? Pourquoi dans votre gîte? Pourquoi? Pourquoi je viendrais à Berlou dans votre gîte? Je suis depuis Serguier, hein, Jean-François, donc je vous vois très très bien, vous inquiétez pas. Donc pourquoi je viendrais dans votre gîte? Pourquoi? Et plus vous allez pousser cette question-là, plus vous allez rajouter des choses à votre gîte. Plus vous allez dire, ben parce que, ben oui, mon gîte, bon, ben oui, mais des gîtes, il y en a plein. Mais par contre, quand tu seras à Berlou, par exemple, tu pourras faire tel type de rando. Tu pourras faire la course VTT, tout ce que vous allez pouvoir faire, créer comme expérience finalement à vivre autour de votre gîte. C'est beaucoup ça qui fait revenir les gens, plutôt que de leur dire, mais pourquoi tu ne reviens pas? Il est super mon gîte. Bah oui. Mais ben c'est bien d'avoir rajouté des vélos. Je vous lis au fur et à mesure, je vois ce que Jean-François a écrit. Donc il me dit, mais j'ai rajouté 2 vélos gratuits cette année. Super, Jean-François. Il faut le leur dire maintenant. Et ça va, il y en a à qui ça va plaire. Moi, par exemple, ça me plairait, vous voyez. Moi, je viendrais avec mon vélo, hein, mais bon. Très bien. Oui, mais par contre, tu serais peut-être content de trouver dans le gîte du matériel pour ton vélo, être sûr qu'il soit en sécurité. C'est un service. Ouais. On avait fait une très bonne conférence animée par Véronique sur les avantages concurrentiels. Pourquoi un client viendrait chez moi plutôt que chez un autre ben voilà. Et Véronique, c'est une professionnelle du marketing, donc forcément, elle vous amènera sur des chemins comme ça. Cette question est fondamentale. Forcément. Exactement. Et d'ailleurs, c'était sur la news qui est à l'écran actuellement. Elle était bien faite justement parce qu'il plaçait des petits avantages concurrentiels dedans. Je trouvais que c'était pas mal. Le côté, voilà, on se rend bien compte qu'ils ont de l'espace, elle est très bien tournée. Je pense qu'on va pour le coup vraiment merci tout plein. Il est très content, Jean-François. C'est un grand merci pour ce webinaire. Ben, merci à toutes et à tous. Merci. Courage. Voilà, exactement. Surtout, bon courage à tout le monde. On va essayer de revenir vers vous, que ce soit avec les offices de tourisme ou directement pour essayer d'être à vos côtés le mieux possible pour la suite. Écoutez, en attendant, portez-vous bien et puis à très bientôt. Merci à tous.